Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, d'habitude, on vous parle de la WWE, de SmackDown, de Monday Night Raw. Eh bien cette fois-ci, c'est pas le cas, on va faire une petite infidélité à la WWE. On va aller vous parler de TNA Hard to Kill pour démarrer l'année. On va vous expliquer pourquoi, mais d'abord, laissez-moi me présenter si je ne l'ai pas déjà fait. C'est Ringside, vous m'avez sûrement reconnu. Et pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure qui nous fait sortir des sentiers battus, j'ai avec moi l'inusable Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour. Bonjour petits enfants, bonjour Ringside. Bah oui, sortons des sentiers battus. Voilà, allons voir ce qui se passe ailleurs, parce que voilà, moi je trouve que la WWE est en très grande forme, qu'on a une belle road vers le Royal Rumble, et puis on va sûrement enchaîner sur une belle route vers WrestleMania. Mais c'est pas ton cas, Papy. Toi, t'es un peu déçu, tu as un peu la haine contre Triple H. Ah ouais, moi il m'a un peu dégoûté Triple H, donc du coup j'ai besoin de faire une petite pause Triple H'ienne pour aller voir d'autres choses et d'autres produits qui sont pas forcément meilleurs, mais qui au moins me changent les idées. Voilà, il faut se sustenter de son désir de catch, hein, j'ai envie de dire. Donc on va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Je me suis dit, bien, Papy, on va aller regarder ce qui se passe ailleurs. Voir Voilà. des trucs plus intéressants. À l'aventure. Alors, voilà, à l'aventure. Alors on aurait pu aller vers le Japon, la New Japan Pro Wrestling. Ah, c'était intéressant. Moi, j'ai pas mon passeport. Voilà, il n'avait pas son passeport, donc on a dit on va rester sur le terrain nord-américain, même s'il se passe pas mal de choses au Japon. De toute façon, normalement, le projet, c'est qu'on va aller voir un peu ce qui se fait dans chaque fédération. Donc chaque épisode de ce nouveau podcast, on ira voir une fédération différente. On regardera ça, et puis avec un œil neuf, hein, un œil un peu bisu. Voilà, même bigleux, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, et on vous donnera notre ressenti sur ce qu'il fait ailleurs, parce qu'il faut il faut un peu de curiosité. C'est ça qui manque, je trouve, dans les podcasts un peu partout français. Il y a beaucoup de WWE bashing, mais peu de podcasts qui viennent nous parler de ce qui se passe en dehors de la WWE. Voilà, hormis faire de la lèche à Tony Khan, là. Voilà. Donc ça va bien 5 minutes. Donc voilà, on sera peut-être un des seuls podcasts à vous parler de Hard to Kill, hein, parce que j'ai bien cherché, j'ai vu personne qui parlait d'autre chose que de la WWE ou éventuellement faire de la lèche à All Elite Wrestling, j'ai bien cherché. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors la TNA, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, hein? Un petit, on va peut-être vous rafraîchir la mémoire, parce que c'est un peu disparu des radars en France, mais ça existe depuis un bon moment, ça existe depuis 2002. Ça a été créé par Jeff Jarrett, Double J, Jeff Jarrett, souvenez-vous. Et son papa, je crois, d'ailleurs, non? Et son papa, Jerry, ouais. Jerry Jarrett, qui était aussi un promoteur assez connu dans leur coin, là, du côté de la Floride. Donc, en fait, la légende veut que Jeff Jarrett et son papa ont créé la TNA avec l'argent que Jeff avait extorqué à Vince McMahon pour ce fameux match où il a défendu son titre intercontinental alors qu'il n'était plus sous contrat avec la WWE. La WWE avait oublié de lui renouveler son contrat alors qu'il était champion intercontinental. Il était annoncé pour un pay-per-view. Je crois que c'est Jim Ross qui aurait un peu volontairement oublié de signer Jeff Jarrett. L'histoire est un peu floue, mais Jeff aurait donc extorqué à Vince McMahon, je crois que c'est $500 000 pour ce match, parce que à l'époque, il y avait de quoi être tranquille pour un moment et assouvir sa passion pour l'alcool. Mais voilà, parce qu'à l'époque, Vince McMahon, il avait quand même une règle d'or, c'est-à-dire que ce qui était annoncé, il fallait le présenter au public. C'est un peu disparu depuis, mais en tout cas, même Vince McMahon lui-même a disparu, malheureusement. Mais bon. Voilà, donc Jeff avait négocié apparemment son match, une bonne grosse somme d'argent. Ça explique ce match-là. Alors, tu sais toi ou pas? Parce que moi, alors j'ai pas été. C'est China, non, ou pas passé mes recherches jusque là. Ouais, je sais pas honnêtement. On vous le dira dans la prochaine émission. Dites-le dans les commentaires. Dites-le en commentaire. Si voilà, si vous avez l'info, comme ça, bam, vous nous remettez à notre place direct. Et on sait que vous aimez bien faire ça. Ouais, donc
ça explique aussi pourquoi le premier geste de Vince McMahon quand il rachète la WCW, c'est de virer Jeff Jarrett, quoi, tout simplement. Bref, il y a un vide, puisque la WCW a été rachetée par WWE. Donc, Jeff Jarrett, pour continuer à bosser, il va tout simplement créer sa propre fédération, la TNA, Total Non-Stop Action Wrestling, qui a toujours eu ce problème, c'est que dire TNA en anglais, ça fait penser à Tits and Ass, des nichons et du cul. Ça, parce que l'idée vient de comment il s'appelle, Russo, Vince Russo, de son prénom, le booker, le showrunner des belles années WWE de l'Attitude Era, qui a fini par être viré, qui aime bien le choc, le cul, la télé-réalité, etc. Voilà, lui, son idée, c'était d'appeler ça TNA, ça le faisait marrer. Les Jarrett, qui l'aiment beaucoup, l'ont suivi. Et donc, du coup, on a eu ce nom TNA Wrestling pendant un certain temps, qui, à ce qui paraît, était un petit peu compliqué quand on allait démarcher des investisseurs. Mais c'est une autre histoire. Donc, création en 2002. Ça fonctionne d'abord sous forme de pay-per-view hebdomadaire. On n'a pas d'émission weekly. Mais au bout d'un moment, très vite, il y a l'émission Impact qui va être créée et qui existe depuis. Jeff Jarrett va revendre assez vite les parts de la compagnie à Dixie Carter, qui va tenir les rênes de la compagnie pendant un bon moment. Il y a plein d'histoires sur Dixie Carter. Si ça vous intéresse, allez écouter notamment les podcasts de Jim Cornette. Il y a des omnibus qui durent des heures où il raconte ses anecdotes sur les coulisses de la TNA. Et puis donc ça va monter en puissance. Ils vont notamment avoir un bon deal télé avec Spike TV. Ça c'est fin des années 2000, début 2010, ça, non? Ouais, voilà, c'est ça, à peu près. Donc en 2010, il y a Hulk Hogan et Eric Bischoff, notamment les anciens de la WCW, puis le légendaire Hulk Hogan, on le présente plus, qui sont embauchés, qui débarquent. Il va y avoir une confrontation en direct le lundi soir entre Monday Nitro et Impact. La WWE va être obligée de sortir l'artillerie lourde et faire revenir Bret Hart pour confronter la TNA de l'époque. Ce sera le fameux épisode où Bret Hart se réconcilie avec Shawn Michaels et éventuellement Vince McMahon plus tard. Donc, après, ça va monter très haut, puis tout doucement, ça va finir par retomber. Ouais, ça commence à retomber un peu avec le retour de Hogan, parce qu'à la suite d'Hogan, il y a pas d'autres vieux qui vont débarquer, en fait. Ouais, c'est ça. Puis Hogan et Bischoff, ils vont aller rechercher Vince Russo aussi. Ils vont pas forcément faire du bon boulot. Donc il va y avoir une hype qui va finir par retomber, parce que bon, si vous voulez qu'on soit clair, la TNA, elle monte en puissance avec des gars qui sont connus, qui sont arrivés à la WWE par la suite. Mais c'est les AJ Styles, les Samoa Joe. Voilà, il y a Kurt Angle qui avait rejoint le roster aussi. Il s'était fait remarquer. Bobby Roode, voilà, des James Storm, des gens comme ça, qui avaient donné une patine à la TNA. Il y avait une différence entre la TNA et la WWE, notamment la X Division avec les cruiserweight, qui faisait du catch vraiment très rapide, très spectaculaire, qui est un petit peu passé dans les normes. Mais encore, si vous regardez des vieux matchs de la TNA d'époque, c'est quand même des spots fest vraiment très très spectaculaires. Ils avaient ce ring à 6 côtés, un peu qui changeait complètement de la WWE. Et puis il y avait une division féminine qui était les knockouts, qui était vraiment très développée, bien plus impressionnante que ce qui se passait à la WWE à l'époque. C'était l'époque des divas. Maintenant, quand Hogan et Bischoff arrivent, Vince Russo et compagnie, ils vont un peu pourrir le truc. On va faire du sous WWE, et puis forcément ça va. Il y a des bons moments, il y a des bons trucs et tout, mais ça finit par retomber. Et en 2015, il y a Billy Corgan qui va essayer de venir sauver un petit peu les meubles en investissant un petit peu dans la compagnie. Il va y avoir des gros globi-boulga, les catcheurs seront plus payés, on apprend qu'ils n'ont pas payé leurs impôts, etc., etc. Et finalement, c'est racheté en 2017 par la compagnie Anthem Sports et Entertainment. Je crois que c'est canadien. C'est canadien, parce que je crois qu'ils déménagent là-bas, du coup. Ouais, voilà. Et du coup, ça vient plutôt une fédération canadienne.
On change le nom. On va appeler ça Impact Wrestling pendant un bon moment. Et là, depuis cette année 2024, alors entre-temps, quand c'est passé à Anthem, il y a 2 têtes pensantes qui arrivent à la direction, on va dire, artistique. C'est Scott D'Amore et Don Callis. Don Callis va quitter la fédération pour rejoindre la EW, comme un petit traître qu'il est. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que c'est un gros dégueulasse et on n'en veut pas dans notre fédé. Et donc, c'est Scott D'Amore maintenant qui prend les rênes. Scott D'Amore qui était un manager pendant longtemps à la TNA, qui est canadien aussi. La légende d'après lui-même, ce serait Chris Jericho qui aurait imposé, qui aurait fait les tractations pour mettre Don Callis et Scott D'Amore aux commandes de la TNA. Et donc maintenant, c'est Scott D'Amore qui est en charge, et son dernier coup d'éclat, c'est de rebrander la fédération au nom initial TNA. On oublie Impact Wrestling. Et donc ce soir, avec Hard to Kill, c'est le premier pay-per-view de la nouvelle TNA qui renaît de ses cendres. Hard to Kill, difficile à tuer, ça porte bien son nom. Voilà. Donc c'est de ce Hard to Kill qu'on va vous parler. Ça se passe à Las Vegas. Peut-être avant qu'on commence, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, peut-être tu peux nous dire, toi, quand est-ce que tu as découvert la TNA, puis quelle vision t'en avais, grosso merdo, depuis de ta vie de fan, de suiveur de catch, tout simplement. Non, moi j'ai découvert la TNA justement au niveau des années Dixie. Alors, un peu avant que Hulk Hogan et compagnie arrivent, donc c'est vrai que en fait je suis arrivé entre Kevin Nash et Hulk Hogan. C'est-à-dire que Kevin Nash était déjà plus là. Ouais. Tous les main event Mafia et tout qui avaient a priori bien marché avec il y a eu Booker T, je crois, qui était là-bas. Ouais. Il y a beaucoup de noms qui sont passés. Il y a eu beaucoup de gens, Kurt Angle, ouais. On a, là je vois Jim Morrison. Enfin, John Morrison plutôt. Jim Morrison, c'est un chanteur qui est mort depuis bien longtemps. Et en fait, moi, quand j'arrive, t'as Mr. Kennedy qui débarque, t'as Jeff Hardy qui débarque. Enfin, voilà, c'est toute une génération, justement, d'ex-WWE, mais pas encore les mecs complètement cramoisis, quoi. Des mecs qui avaient un peu de. Qui marchaient encore pas mal et qui, du coup, se mixaient bien avec les gars, les originaux de TNA. Donc, ouais, moi, j'aimais plutôt bien cette période. Effectivement, après, j'ai été décroché quand c'est commencé à partir en vrille avec notamment une espèce d'histoire qui a duré des siècles avec les Aces and Eight. Ouais. Où c'était une espèce de gang masqué là, qui a duré des mois et des mois pour apprendre à la fin que c'était au final le fils Bischoff, et puis c'était que des locardeurs en fait. Il y avait Doc Gallows aussi qui était là. C'était, oui, puis c'était Bully Ray le leader en chef. Bully Ray qui a pas si mal marché, mais qui a fini par se marier avec la fille Hogan et tout. Enfin bref, c'était un peu du grand n'importe quoi. Là, on sent la patte, la patte des vieux Rousseau et Bischoff là qui partent à pas en vrille. Mais bon, c'était plus sympa. Moi, j'aimais bien le style et c'est vrai que ça apportait un produit un peu différent qui était qui était à la fois spectaculaire et à la fois sur l'aspect entertainment aussi, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de rivalités. Donc c'était assez facile à s'accrocher. Et c'est vrai que moi, ce que je retiens de l'époque, c'est que c'était à la fois meilleur chez les filles. En même temps, chez les filles, il y a peu de compétition au niveau WWE à l'époque. Mais aussi meilleur sur les tag teams. Là, je me souviens bien qu'il y avait des rivalités à 3 ou 4 tag teams, avec notamment une toute petite tag team qui s'appelait Generation Me de mémoire à l'époque, et qui était en fait merde, comment ils s'appellent là, les deux frères là qui sont à les Young Bucks. Les Young Bucks en fait, voilà. Parce que la TNA, pareil, ça renommait tout à l'époque. C'était pas on est indépendant, on garde nos noms, etc. C'était plus vraiment vraiment une idée WWE quoi. Donc voilà, donc je suis replongé dedans en regardant un peu. J'avais retenté il y a quelques mois de ça de regarder un peu, mais ça faisait vraiment trop de cheap parce qu'ils ont maintenant dans leur salle, il doit y avoir 10 personnes, donc ça fait vraiment vraiment tout péter. Mais bon, voilà, ça faisait plaisir de voir tous ces gens réunis, puis Eric Young nous faire l'intro, quoi, avec sa voix toute pétée aussi d'ailleurs. Ouais, Eric Young qui était de retour. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu une baisse de qualité au niveau de la réalisation. Ça, c'est sûr que ces derniers temps, les shows, des fois, visuellement, c'était un petit peu difficile. Alors pas trop, peut-être. Enfin, ouais, si quand même, c'était pas clinquant. Il y a eu des moments très terribles quand ils ont fait des partenariats avec les fédérations de Tijuana, la Crash, je crois que ça s'appelait, où ils allaient filmer des matchs et des shows au Mexique.
C'était une catastrophe, quoi. La réalisation, c'était piteux. Je me souviendrai toujours d'un match où le caméraman, il a passé les 3 quarts du match à filmer les fesses de l'arbitre, quoi. Il n'arrivait pas à filmer l'action, il arrivait que à filmer de dos l'arbitre et généralement plan sur ses fesses, quoi. Mais c'était des années difficiles. Bon, là, c'était annoncé quand même qu'il y aurait un petit peu un upgrade au niveau de la réalisation, de la production. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi je trouve que ça se voyait quand même. Ouais, c'était pas si mal. Hein, c'était assez propre. Il n'y a pas eu de bug. Parce que d'habitude, quand tu regardes un pay-per-view d'Impact Wrestling, tu avais toujours des problèmes de son ou des vidéos qui partaient pas, des packages vidéo qui partaient pas au bon moment, des choses comme ça, quoi. Là, c'est plutôt propre. Ouais. À ce niveau-là, je vois qu'il y a 2-3 fois dans le pay-per-view où le caméraman, pareil, s'est un peu perdu et on a loupé des actions du coup. Mais sinon, hormis ça, c'était plutôt propre. Ouais. Alors pour regarder assez souvent la All Elite Wrestling, louper l'action, ça arrive assez fréquemment. Hein, voilà, c'est la base de quand tu filmes du catch. La WWE, elle a mis au niveau réalisation, elle a mis la barre très très haut. Hein. On s'en rend pas compte nous parce que on suit ça depuis des années, on n'a pas vu l'évolution, mais clairement, ils sont à un niveau très très élevé. Mais là, c'était tout à fait respectable, hein, la manière dont ils ont réalisé le truc. On était donc au Palms Casino Resort à Paradise dans le Nevada. Donc je crois que c'est attenant à Las Vegas, hein, si je dis pas de conneries. En tout cas, cette salle, elle avait de la gueule avec les balcons, etc. Et effectivement, on avait ce bon vieux Eric Young qui a ouvert le show avec un package vidéo là où il nous a raconté un petit peu l'histoire de la WWE. De la TNA, pardon. Voilà, c'est les vieux réflexes qui ressortent. Et il débarque au ring, ça passe de la vidéo au direct. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, c'était quand il arrive et qu'il dit We are TNA, avec son look en plus, crâne rasé, barbe, veston, il était un peu en cosplay de Triple H, non? Ah, j'ai pas fait. Non, vu que Triple H n'existe plus dans mon esprit, j'ai pas fait le lien. Moi, juste qu'il est vraiment une voix de chiotte et je comprenais pas pourquoi c'était lui qui faisait le. Alors, bien sûr, c'est un ancien. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il a un rôle de comment s'appelle de figure d'autorité à la TNA. Non, j'ai pas l'impression. Là, c'était le Monsieur Loyal, hein, je pense, pour juste nous présenter le show. Mais j'ai l'impression qu'il voulait donner un feeling NXT noir et or, tu vois, de l'époque. Oui, effectivement, il y avait un peu d'esprit comme ça. De toute façon, dans le fait qu'une petite salle avec un public qui fait TNA tout du long, il y avait un esprit NXT qui flottait, ouais. Ouais, ça se sentait dans une ambiance, c'était un peu noir. Il y avait pas. Comparé maintenant, la WWE, elle met beaucoup de couleurs partout. Eux, ils sont restés un peu dans un délire avec les barrières noires, les trucs noirs. Alors il y avait je crois qu'il y avait quand même 1500 personnes dans la salle. Ce qui a permis à la TNA de survivre aussi toutes ces années, c'est qu'ils faisaient pas de show live, quasiment pas. Hein. Il y a eu des périodes où ils l'ont fait, mais pendant longtemps ils l'ont quasiment pas fait. C'est que des enregistrements dans leur studio. Et ça permet de garder les coûts bas, quoi, hein, parce que là, la All Elite Wrestling, elle s'en se rend bien compte. Faire des tournées toutes les semaines et remplir les salles, c'est pas simple. Mais en tout cas, là, pour le coup, ça avait de la gueule. La salle était pleine. Moi, je donne un bon point là-dessus. Pour nos amis. Aux commentaires, on retrouve 2 anciens de la WWE. Alors, j'ai pas leur nom de scène à la TNA. Mais en tout cas, on retrouve notre vieil ami Tom Phillips. Philippe et Thomas, pour les intimes. Et l'ancien Aiden English, souvenez-vous, le catcheur soprano, là, des vaudevillains à la WWE, qui sont plutôt une bonne team de commentaires, non? Ou de commentateurs. Oui, ça marchait plutôt bien. Moi, Todd Phillips, je vais essayer de retrouver son nom TNA dans quelques instants, mais en temps on va l'appeler Todd. C'était déjà quelqu'un que j'aimais beaucoup, moi, le WWE. Je sais plus pourquoi il était sorti, je crois qu'il y avait des histoires comme quoi il avait ouvert sa gueule ou je sais plus quoi. Enfin, bref. Ouais, honnêtement, j'ai jamais trop fait virer. Il l'avait viré, ouais. Mais c'était plutôt un des bons et son compère, effectivement, ça marchait bien. Et à noter qu'ils étaient donc du coup sur les balcons, là, que tu as décrit tout à l'heure. Ouais. Et dans le balcon d'à côté, tu avais aussi, comment ça s'appelle
je vais y arriver, tu avais une table de commentateurs français, pas québécois en l'occurrence. Ouais, En langue française, francophone, comme ils disent. mais ouais. C'est Marc Blondin et Handsome GF. Handsome GF qui est un catcheur canadien. Et Marc Blondin qui est le commentateur historique de la WCW notamment. Et qu'ils appellent Marc Blondine là-bas. Marc Blondin. Ouais, ils sont. Alors c'est sûr, je crois qu'il faut s'abonner à TNA+. Et vous avez, comme le WWE Network, les archives et accès aux shows spéciaux qu'il y a sur le network maintenant. Et vous pouvez vous procurer les pay-per-view, mais c'est en plus, je crois, les prix du pay-per-view. Je sais que c'est un truc comme 130 € par mois, $130. Par année, pardon, pas par mois, par année. Ou 90 si vous n'avez pas les pay-per-view. Il faut les acheter à part. Il y a 4 gros pay-per-view dans l'année. Voilà, je fais mon boulot de promotion un petit peu de TNA+. Hein, n'hésitez pas à m'envoyer des sous. Et donc, a priori, Tom Hanifan, donc c'est Hanifan son nom. Okay. C'était son sa première à la TNA en fait. Il venait de débuter là. Alors, ouais, parce que c'est le premier épisode de la TNA, mais il commentait déjà Impact. Hein. L'équipe de commentaires, elle est là depuis un moment, hein, les deux. Hein. Bah alors, c'est quoi cette histoire? Ils me disent n'importe quoi. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ce site-là que je vais l'envoyer un mail tout de suite. Alors, non, Tom Philippe n'était pas pour la... Alors, pardon, on va reprendre... Parce que je suis sur Art to Kill 2022 comme un gland, c'est pour ça. Voilà. Catch-up, le botch. Oh là 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 là. Donc, ça fait 2 ans qu'ils commentent. Aïe, 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 voilà. Voilà. Ouais, elle est pas très précise, leur fiche wiki, là. Bah non, bon, c'est quoi ce bordel? Passera, là. Bon, mais bien sûr, on l'utilise pas, on fait tout de tête. Donc, on n'a pas regardé le pré-show, parce qu'il y avait un pré-show, mais on y reviendra, parce qu'ils en parlent un petit peu tout au long du show. C'est parsemé. Donc, on va avoir un petit clin d'œil à NXT. Évidemment, le premier match qu'on va avoir, c'est un match féminin. Et c'est tout simplement le Knockout Ultimate X match. Donc, qu'est-ce que c'est le Ultimate X? C'est un des matchs phares de la TNA. Je crois que ça a été inventé par AJ Styles, mais je suis pas sûr. Vous avez 2 cordes qui traversent pour faire un X le ring par le dessus. Et au milieu, vous avez une croix qui est attachée. Et le but, c'est d'aller décrocher la croix. Donc il faut grimper sur les poteaux pour attraper les cordes et puis des cordes se hisser jusqu'à la croix. D'habitude c'est la division X, la X division qui est en charge de ces matchs-là. Donc c'est des matchs de cruiserweight où ça saute dans tous les sens, où ils font des cascades et tout. Mais là ils se sont dit que ce serait bien de faire ça avec les femmes. Donc on a un festival de filles. Alors dans les starting blocks pour le match, on a Xia Brookside qui vient d'arriver à la TNA, qui vient de signer, qui est la fille... comment c'est son prénom? Je sais plus. Bobby, non? Bobby Brookside, allez, allons-y comme ça, qui est un entraîneur, un catcheur anglais très renommé, un des vétérans, et qui est entraîneur à la WWE. Je sais pas s'il y est toujours, mais en tout cas, il y a été un bon moment. Et je pense qu'il doit toujours y être. Et elle était à WWE UK, je crois, non? NXT UK, ouais. Elle a été là-bas pendant un bon moment. C'est bizarre qu'il l'ait lourdé, d'ailleurs. Mais bon, elle est de retour ce soir. Elle affronte notamment des parfaites inconnues. Jodie Freak, bon courage. Tasha Steelz, Dani Luna, Alicia Edwards, qui est la femme de Eddie Edwards, si j'ai bien compris. Je savais pas qu'elle catchait. Eddie Edwards, Eddie Edwards, catcheur vétéran maintenant de la Ring of Honor, de la TNA, ancien champion TNA, qui était les Dogs, c'est comme ça qu'on les appelait, je sais plus, son équipe, avec, je sais même plus comment il s'appelle, son collègue. Tu as perdu là. Et Davey Richards, voilà. Ouais, c'est ça. Les Dogs, je sais plus. C'est une très bonne équipe, ça, mais à chaque fois, ils se blessaient.
Les Wolves, voilà. Ah ouais, Comme c'est ça. comme des chiens mais avec des longs poils. Voilà. Donc, où j'en étais, Dani Luna, Jodie Fried, Tasha Steelz, Alicia Edwards et Gisèle Shaw. Voilà. Ouais. Mais inutile de vous dire que on n'en connaissait aucune. Donc, il y en a une qui a les cheveux verts, une qui a les cheveux rouges. Gisèle Shaw, c'est plutôt une grande blonde. Et puis, ça s'envoie gaiement dans le ring. Qu'est-ce que j'ai noté? Dani Luna, un vrai bonhomme dans le ring, avec de vrais moves Ça, de c'est gros cheveux verts, costaud. ça. Ça, c'est cheveux verts, je pense. Ouais, on est d'accord. Ouais. Jodie Fried, un vrai bonhomme aussi. Elle fait un double F5 à un moment donné. Je crois qu'elle prend 2 sur ses épaules et elle les prend en F5. C'est assez impressionnant. Il y a Alicia Edwards qui va sortir un kendo stick à un moment donné, mais on voit qu'elle est pas très douée, elle, quand même. Ouais, on voit, c'est un peu, si je faisais une comparaison, c'est un peu une Lana, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle sait rien faire, mais elle va quand même donner un peu bumper pour histoire d'R2, quoi. Elle a quand même fait le travail. Voilà, c'est ça. Elle s'est bumpée, c'est à peu près tout ce qu'elle sait faire. Voilà, elle est là pistonnée, hein, j'ai bien l'impression. Et au final, toutes les filles vont aller s'agripper aux cordes pour essayer d'attraper le X en question. Elles finissent toutes par tomber. Et c'est par contre Gisèle Shaw qui gagne le match, qui décroche le X et qui gagne un title shot. Un title shot, pourquoi? Pas pour la X Division, hein, mais pour le titre knockout en fait. Ça n'a rien à voir avec la X Division finalement. Non. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, mon bon papy? C'est un match qui a quand même duré 12 minutes. 12 minutes, ouais. Alors, il n'y a pas eu de gros botch là-dessus, on va quand même se le dire. Je pense que c'était un double symbole de la TNA de faire ce match-là en opener, de mettre à la fois l'Ultimate X, qui est quand même un de leurs matchs et qui rend propre à cette fédération, et mettre des filles, puisque ça a quand même été longtemps la fédération sur laquelle les filles pouvaient le mieux s'exprimer. Et c'est peut-être d'ailleurs encore le cas, on verra plus tard dessus. Sur les matchs, les filles, moi je connaissais que Tasha Steelz parce que quand j'ai regardé il y a quelques mois, elle était déjà là. Donc c'était une espèce de mini Sasha Banks, j'ai envie de dire, un peu la fille un peu petite et un peu grande gueule, puis qui pour le coup c'est à peu près catché. J'ai découvert Zaya Brookside et puis je trouvais qu'elle se débrouillait pas mal. La petite jeune, elle était plutôt athlétique et plutôt assez spectaculaire. Effectivement, cheveux verts, j'ai partout son nom, j'ai repris ses cheveux. Elle a fait tous les moves de Powerhouse quasiment pendant le match, mais par contre, dès qu'il fallait monter sur le poteau, ça tremblait. Elle a quand même réussi à monter sur les cordes, mais elle s'est cassé la gueule avant que l'autre lui balance un coup. Elle était vraiment pas à l'aise, la pauvre, dans les hauteurs. Et puis, du coup, c'est Gisèle machin, j'ai pas retenu son nom, mais c'est Gisèle qui gagne le match. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'elle a fait dans le match. C'était pas forcément la plus impressionnante. Je ne sais pas son background. Voilà. Bon, peut-être qu'elle est très bien cette fille, mais alors pour le coup, c'est pas sur ce match-là que je l'ai vue. Ouais. Je crois des Big Put, c'est à peu près tout. Hein. Elle est grande, elle est athlétique, elle est blonde, c'est une espèce de sous Charlotte Flair, quoi, on va dire. Pour faire simple, effectivement, c'est pas elle qui a le plus brillé dans le match. Hein. C'est plutôt les laborieuses, là, cheveux verts et cheveux rouges, qui ont fait des gros power moves. Xia Brookside, comme tu dis, on a bien vu qu'elle savait se démerder. Et puis la troisième, effectivement, Tasha Steelz, voilà, elle a l'air d'avoir du talent aussi. Non, franchement, on leur a demandé beaucoup quand même, parce que faire un match X-Division pour des filles, c'est compliqué quand même, hein, surtout à plusieurs comme ça. Et on n'a pas vu autant de botch qu'on aurait pu voir à la WWE. Alors, je parle même pas de la All Elite, mais c'était un match au final quand même très propre. Ouais, très plaisant en tout cas. Ouais. J'ai mis 3 étoiles, parce que dans cette émission, je mets des étoiles comme Dave Meltzer. Très bien. Mais je n'ai pas mis d'étoiles, mais je te suis. C'était plutôt sympa comme match. Ouais, plutôt sympa. Donc ça démarre bien. On est bien en jambes. Et c'est là qu'on va nous parler un petit peu du pré-show. Avec notamment une performance musicale par un talent inattendu. C'est AJ Francis qui vient poser son son. AJ Francis, vous le connaissez mieux sous le nom de Top Dollar à la WWE.
Et oui, Top Dollar a réussi à trouver un boulot. Il va bosser à la TNA. Alors, il était accompagné d'un autre musicos dont j'ai oublié le nom. Ouais, bon, il restera pas d'histoire. Ouais, c'était pas... voilà, on s'en fout. Voilà, ce qui est important, entre guillemets, c'est qu'il a été perturbé dans sa prestation par Joe Hendry, un des talents locaux de la TNA, que moi j'aime plutôt pas mal, qui est plutôt rigolo. Voilà, qui s'est fait... voilà, il a interrompu le truc, il a fait un peu le con, et puis finalement, Top Dollar lui a pété la gueule. Et après, dans les couloirs, il a dit ouais, moi, on m'appelle Dollar parce que j'aime bien la moula, un truc comme ça, quoi. Étonnant de revoir Top Dollar. Toi, je sais que t'es très content parce que c'était un petit chouchou. Non, mais en fait, c'est vrai que alors moi, je m'attendais qu'à l'occasion de ce pay-per-view qui allait être très regardé, bah, ils en profitent pour nous montrer un peu comment dire, pour montrer des recrues. Et notamment tous les gars de la WWE dont la clause de non-concurrence s'arrêtait fin décembre en fait. Ouais. Donc c'était pile poil l'occasion de les montrer. Et je m'attendais à pas mal de noms. Je t'avouerai que je misais pas beaucoup sur le fait qu'ils prennent Top Dollar. Bon, voilà, bon, c'est on prend et puis c'est que je vais être positif. Je veux dire que finalement c'est que ce gars-là qui vient du foot américain, je crois, souhaite vraiment réussir dans le catch et donc pourquoi pas qu'il ait un essai à un niveau plus bas, au moins il pourra travailler. Et puis on va voir ce que ça donne, mais franchement c'est vrai que c'était pas la recrue que j'aurais fait à leur place, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, il devait pas avoir des prétentions énormes au niveau salaire. Coûté cher, ouais. Voilà. Et puis il y a un truc qu'on peut pas lui enlever effectivement à Top Dollar, c'est qu'il a confiance en lui et que évidemment il est investi dans le catch et il a envie de continuer. Ça a l'air de lui plaire ce qu'il fait. Il a l'air d'aimer la discipline. Donc voilà, on va lui donner encore un peu le bénéfice du doute et voir si à la TNA il peut sortir quelque chose de plus intéressant que sa piteuse performance à la WWE. Voilà, on lui souhaite de réussir à ce bon vieux Top Dollar. Même si humilier comme ça Joe Hendry, c'est pas très sympa, hein, mais du coup je suis curieux pour la suite. Un bon début. Un bon début. Non, franchement, c'est pas mal, hein, pour mettre en scène l'arrivée d'un futur low carder comme ça. Très intéressant. Ensuite, on a un match. Dirty Dango, on va rester avec les anciens de la WWE. Dirty Dango, tout simplement, vous l'aurez compris, c'est Fandango. Il est là. Oui. Il débarque. Je crois qu'il y a une petite vidéo, on le voit débarquer en voiture et il dit, je crois que sa phrase c'est je déteste la TNA. Oui. Ouais. J'ai vu plusieurs de ses promos, il est assez excellent dans son rôle de mec désabusé qui a pas envie de bosser, qui a aucun respect pour le catch ou pour Impact Wrestling. Il y avait notamment une promo où il racontait voilà, si vous voulez me payer à rester à la maison et pas m'utiliser comme catcheur comme c'était le cas à la WWE, moi je serais très content, donc appelez-moi, quoi. C'est vrai qu'il a l'air vraiment blasé quand tu le vois, quand tu le vois à l'écran. Ouais. En plus, je suis après, avec sa prise de finish là, sa descente de la cuisse de la troisième corde, à mon avis, il doit déjà avoir mal partout. Et ça doit pas être le plus volontaire pour aller se casser les membres dans un match 5 étoiles, quoi, hein, quand même, ce bon vieux Fandango. Donc Dirty Dango affronte PCO, Pierre-Carl Ouellet, une légende du catch, un vétéran. Alors lui, il est là depuis très très longtemps, hein. Il était là à la WWF. C'était Jean-Pierre Lafitte à l'époque. Ça remonte aux années 90. Hein. C'est un des catcheurs qui est là depuis plus longtemps sur le circuit. Il a fait partie des Quebecers aussi, ou des fabuleux Canadiens volants, je crois, French Canadian volants là, avec le Monty, Jack Rougeau. Donc il a eu une carrière quand même assez longue entre la WWF à l'époque et la WCW. Hein, les fabuleux French Canadiens, c'était à la WCW, ça, ils étaient assez souvent là, hein, dans les émissions télé. Et puis après, il y a eu un petit passage à vide. Il a beaucoup catché chez les indépendants, et puis il est revenu un peu sous les projecteurs il y a quelques années quand il a affronté Gunther à l'époque, on l'appelait. Non, on l'appelait Walter à l'époque, pardon, Walter.
Gunther en fait. Et du coup, il s'est remis avec son personnage de Frankenstein là. Ouais, j'allais dire, c'est ça ce personnage. Hein. Il s'est remis un peu sur le devant de la scène et puis tout doucement, il a été à la Ring of Honor, il a été à la TNA, il a été champion Ring of Honor. Je me demande s'il n'a pas été même champion de TNA, rapidos. En tout cas, voilà, il a re-signé là. Et puis, on a encore sous le capot. Mais voilà, c'est un mec de la génération Goldust. Il y en a plus beaucoup de sa génération qui sont encore là, à se pavaner dans le ring. Donc, il y a un match entre PCO et Dirty Dango. Dirty Dango est accompagné d'un mec qui s'appelle Alpha Bravo. Oui. Qui est, en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était une parodie de The Shield, mais un mec tout seul et en blanc. Il a tout l'attirail du Shield, mais en blanc. Et en faisant 25 kilos parce que... Ouais, en faisant 25 kilos. Ouais. Papier. Voilà, je sais pas où ils ont été chercher celui-là, mais il devait traîner dans le coin derrière le parking. Et un certain Oleg Prudius, que tu as reconnu. Je te laisse dévoiler son identité à nos auditeurs. Ah, Oleg Prudius, qui fut connu il y a un temps sous le nom de Vladimir Koslov. Eh oui, Vladimir Koslov est là, à la TNA. Et il est le muscle, la baraque, le garde du corps de Dirty Dango. Bon, il a maigri aussi, lui. Hein. Ouais, lui, il a quitté complètement le monde du catch pendant un moment. Je crois qu'il était cascadeur. Ouais, il était cascadeur. Voilà, exactement. Puis un peu dans le cinéma, quoi. Donc il y a un match qui va être très rapide parce qu'il y aura une disqualification de Dirty Dango parce que je crois que Alpha Bravo rentre dans le ring avec une chaise, un truc comme ça, parce que PCO est quand même très costaud face à Dirty Dango. On va commencer après 1 minute 15 de match, ces disqualifications. Donc victoire de PCO par DQ sur Dirty Dango. On commence à passer PCO à tabac, mais il y a le run-in des gentils. On va retrouver encore un ancien WWE, l'inénarrable Rhino. Rhino, donc encore un gros vétéran, ancien de la ECW, ancien champion tag. Il était il a toujours été à la TNA. Ouais. Quand il n'était pas à la WWE, il était à la TNA, quasiment depuis le début, parce que moi je me souviens que les premiers shows que j'ai regardés étaient déjà là. Ce qui remonte à très longtemps. Donc il débarque. C'est aussi le premier champion SmackDown de l'histoire en tag, Rhino. N'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et alors là, c'est le bordel, mais d'un seul coup, il y a une figure d'autorité qui débarque. Le directeur of authority, précisément. Et qui c'est ? Nul autre que le dieu du catch italien, Santino Marella. Le Milan Miracle. Le miracle de Milan. Eh oui, alors là, on est content parce qu'on retrouve notre bon Santino. Donc Santino, qui est une figure d'autorité à la TNA et qui va remettre les pendules à l'heure. Il y a du monde dans le ring. Qu'est-ce qu'on fait ? Tactic match playa à l'ancienne. Ça va être du 3 contre 3. Et qui sera l'acolyte de PCO et Rhino ? Eh bien, nul autre qu'un certain Jack Something. Jack Something, donc un mec de la TNA, un beau bébé, un gros balèze. Ah, ce que je me suis dit, j'ai marqué belle bestiole. Belle bestiole, belle bête. Et qui fait la meilleure entrée ever, puisqu'il arrive en courant sur la rampe et il saute par-dessus la 3e corde pour, tel un Sin Cara, là, pour aller porter un double coup de bélier là, sur ses adversaires. J'ai vraiment trouvé son entrée très percutante. Je sais pas si ça t'a marqué, toi. Ah si, enfin, on en reparlera au bilan du match, mais quand tu le vois entre ring, tu fais ah, ça y est, il y a quand même un mec qui va se faire catcher dans le lot là. C'est ça, parce que du coup là, on se retrouve avec PCO et Rhino. Bon, la date de péremption est dépassée sur ces deux-là, même si ils ont tout le professionnalisme pour faire durer le match. Mais on se rend vite compte que Koslov, c'est toujours pas ça dans le ring. C'est même sûrement pire qu'avant. Il a visiblement perdu toute la souplesse et toute son autonomie dans le ring. Alpha Bravo, honnêtement, on n'en a rien à foutre.
Donc c'est quand même PCO qui va faire le show là avec ses gros sauts suicides à l'extérieur du ring sur Dirty Dango. Il va faire un moonsault aussi. C'est toujours le gros spectacle, hein, PCO. Malgré son âge, c'est quand même assez incroyable. Le match continue, ça va durer 7 minutes 20 jusqu'à la victoire des gentils. Rhino, Jack Something et PCO ont eu raison de Alpha Bravo, Dirty Dango et Oleg Prudius de son prénom. Un beau bordel auquel j'ai mis 3 étoiles quand même. Mais tout le professionnalisme, voilà, des vétérans du ring. Dirty Dango quand même, il connaît son affaire. On a réussi à pas trop laisser Oleg Prudius s'humilier. On a passé un bon moment avec le retour de Santino Marella aussi. Est-ce que toi ça t'a plu ce match? Alors un poil moins que le match précédent avec les filles. Là j'ai l'impression qu'il fallait vraiment bien connaître les catcheurs pour être dedans, parce qu'on sent qu'il y a ça marchait bien avec le public et tout. Mais moi par exemple PCO que j'avais dû voir 1 ou 2 fois, mais que je connais très peu. Moi, j'ai qu'une seule peur, c'est que j'ai peur qu'il se bute en fait. Hein. Oui, parce que putain, il a fait des moonsaults. Genre, j'étais moonsault, Swanton sur le tablier aussi, il a fait. Ouais. Et à chaque fois, la rotation n'est pas parfaite, quoi. Il atterrit un peu de côté, un peu sur la nuque, un peu sur la tête. Je fais oh là 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 là. Il touche jamais son adversaire, mais toujours le sol ou les coins en dur. C'est ça. J'ai fait au purée. Donc je t'avoue que j'étais un petit peu inquiet pour lui. Ouais. Mais par contre, ça a bien marché avec les fans. Et effectivement, dans côté heel, en fait, c'est que Dirty Dango qui s'est catché. Les 2 autres, ils servaient à rien, quoi. Ils sont restés sur le côté. Et Kozlov, comme tu dis, hein, il est plus très mobile. Et en plus, je trouve qu'il a tellement perdu de carrure, en fait, de muscle, que il est plus du tout impressionnant. Quand tu le mets par rapport à Jack Something, t'as l'impression que l'autre, il va le bouffer, quoi. Donc voilà, mais mon point positif surtout, c'est Jack Something là, qui est un peu le petit jeune au milieu de tous les vétérans, et qui pour le coup m'a plutôt plu dans sa prestation et son physique vraiment intéressant, quoi. Ouais, c'est vraiment une belle bête. En plus, il est vif dans le ring, etc. Voilà. Après, ce qu'il n'y a pas pour lui, c'est qu'il a une tête de vieux. Déjà, il est barbu, persétif. Et puis, il faut changer son blaze, quoi. Jack Something, c'est pas. 34 ans seulement. Il a encore 34 ans. Bah voilà, il fait plus hein, quand même. Mais mais bon, voilà, on sent que ça va être un gars sur qui compter. Enfin, ça fait longtemps qu'on en entend parler quand même à la télé. Voilà, c'est lui qui aura fait sensation dans ce match, hein, finalement. Oui, moi je le retiens lui. Voilà, on retiendra Jack Something. Et PCO, effectivement, c'est le principe c'est son suicide, c'est savoir s'il va mourir dans le match. C'est assez incroyable hein, ce qu'il fait à son âge. On va retourner chez les filles. À moins qu'on ait d'autres nouvelles Il y a peut-être un passage. Il y a un Earlier Today là, parce que moi je me suis noté, il y a plein de trucs Earlier Today qui passent entre les matchs là. Il y a une voiture notamment qui arrive. Une limousine. Il y a une jambe qui sort. C'est une jambe d'une femme. C'est des talons hauts. C'est très élégant. C'est très glamour. Qui se la peut-il être? On ne sait pas parce que c'est de dos, c'est du blond, c'est perruqué, on dirait, c'est chaloupé. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu avais en tête, toi? Qui tu pensais que ça pouvait être? Moi, franchement, j'avais mis une pièce sur Sasha Banks. Je me suis dit, elle joue le jeu des perruques, comme elle aime bien jouer le truc des perruques. Là, elle s'enligne blonde, elle va arriver, elle va l'enlever, elle sera bleue. Moi, je sais pas si toi, t'avais visé des trucs, toi. Non, j'ai pas. J'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé qui que ce soit qui corresponde à ce physique un peu. En plus, t'as l'impression qu'elle est un peu grande, la fille, donc du coup, j'étais un peu perdu. Après, avec les talons, ça fait la différence, mais non. Si, alors, je vais te dire un truc. À un moment, je pensais que c'était Lana, grande blonde. Ouais. Et j'étais pas loin. On était pas loin. On va peut-être donner son identité de suite. Ou on garde pour le moment où elle a. Oh, on regarde ça pour le moment où elle est regarde ça pour plus tard. Allez, on vous laisse mariner dans votre jus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors moi, c'est tout ce que j'ai noté. Il y a eu, alors, je sais pas, il y a eu un match, mais il est peut-être plus tard, le dark match qu'il y a eu avec comment il s'appelle
Ouais, c'est là qu'ils avaient mis le finish du Steve McLean contre Steve McLean, voilà. Steve McLean Contre Rich Swann. Rich Swann, voilà. Alors, je vous avoue que j'ai pas eu le courage d'aller le regarder parce qu'ils ont eu. Bon, j'ai regardé de temps en temps la TNA et puis à chaque fois il y avait Rich Swann contre Steve McLean. Et Rich Swann, il me sort par les yeux, honnêtement. Alors, c'est un bon catcheur, hein. J'aime bien, mais. Moi, j'avais plus parlé de McLean en fait. J'ai l'impression que McLean, il est en train de. Qu'il était à NXT, lui de mémoire. Il était dans le clan. il était fachos, NXT, ouais, le clan des fachos, les Forgotten Sons. Il a même été dans le main roster, mais ça n'a pas duré longtemps. Avec, alors je sais plus c'était quoi son nom à la WWE, mais c'était Gunner à la TNA. Et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, celui qui était avec Murphy. C'est ça, exactement. Blake, du coup. Blake, voilà. Donc c'était les trois gars des Forgotten Sons. Ils ont jamais rien vraiment fait d'intéressant à la WWE. Ça fait partie de ces clans qui ont capoté. Figure-toi que Steve McLean a été champion de TNA, hein. Enfin Impact, hein, pendant un moment. Ah bah voilà, mais il semble bien qu'il s'était bien que lui pour le coup est bien rebondi. Ouais, moi clairement c'est un des mecs qui montait clairement jusqu'au sommet, hein, là, à la TNA. Le mec est pro, hein, il fait des bons matchs quand même, il a un bon physique, il sait faire les promos. Il a son passé à la WWE, donc ils ont misé sur le gars, hein. Ça c'est la méthode TNA. Et donc du coup ils ont fait le premier match de l'histoire de la nouvelle TNA. Et c'est lui qui a gagné contre Rich Swann. Le finish était beau, en tout cas. J'ai pas vu le match, mais le finish avait de la gueule. Peut-être que j'irai un jour regarder ça, juste pour l'aspect historique, quoi, le premier match ever. Et puis il nous annonce qu'il est là pour compter, et puis qu'il va se lancer dans la course au titre, il me semble, hein, qu'il raconte un truc comme ça. Tant mieux. Voilà. Dans le pré-show, on avait aussi... alors, The System, ça s'appelle, c'est un clan. Eddie Edwards et Brian Myers. Donc Brian Myers, c'est Kurt Hawkins. Et ils affrontaient Frankie Kazarian et Eric Young. Hein, d'accord. Qu'est-ce que faisait ? Voilà, les vrais anciens dans le pré-show. Voilà, Frankie Kazarian, effectivement, un pilier de la TNA qui était dans la X-Division pendant longtemps, qui a été un petit peu à la All Elite Wrestling et qui a claqué la porte de la All Elite Wrestling. Il a dit, moi, je veux faire une certaine sorte de catch. C'est pas ce qu'on me propose à la All Elite. Donc, il est parti. Eric Young, vous l'avez vu à la WWE, avec Sanity, le clan Sanity. Et puis après, avec Job, des semaines. Jobber World. Ouais, ça n'a pas très marché à WWE pour Eric. Hein. Ouais, clairement. Écoute, il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus. Même si effectivement, Eric Young, c'est un mec qui sait à peu près tout faire. Mais de nos jours, tout le monde sait presque tout faire. Mais bon. Voilà, c'est Heart and Soul of TNA, on va dire, entre guillemets. Ouais. Lui, il est là depuis, quasiment depuis les débuts, je pense. Hein, à la ouais. Avec plusieurs personnages, plusieurs clans, il a été un peu partout, quoi. Ouais, il a même été champion de tag team féminin, quand même. Ouais, c'est vrai. Il a tout gagné. Il a été champion ultime. Ouais, c'est vrai qu'il il était Comedy Wrestling pendant longtemps. Donc, c'était marrant. Il avait peur de ses feux d'artifice quand ses feux d'artifice explosaient quand il arrivait au ring. Il avait peur des détonations. C'était rigolo. Et il avait fait un règne de champion qui avait été calqué sur celui de Daniel Bryan. Il avait aussi battu plusieurs personnes dans la même soirée ou je sais plus quoi. Il avait un peu repompé le truc. Il avait le même look que Daniel Bryan à l'époque, la barbe et les cheveux longs là. Voilà. Et on avait aussi dans ce pré-show Crazy Steve, de l'ancien de DK, qui affrontait ce gros sac à merde de Tommy Dreamer. Oh purée, celui-là je suis content pour l'avoir vu. Là, celui-là. Ça, on n'ira pas le regarder. 11 minutes en plus le match. No disqualification match. C'était pour le TNA Digital Media Championship. Ils ont un championship. Qui reste digital là. Voilà, qui reste digital. Regardez ça sur internet. Crazy Steve, il me semble qu'il est 3/4 aveugle. Hein. Mais, oui. Hein, c'est pour ça qu'il n'a pas été prêt à WWE pour ça, je crois. C'est étonnant. Mais voilà, ça existe. Aussi dans le monde du catch. Alors, on va parler de DK. C'est l'événement marquant du match suivant, le tag team match pour le TNA Knockouts World Tag Team Championship. Il y a un championnat féminin à la TNA aussi. Les championnes,
s'appelle Killer Kelly et Masha Slamovich. Killer Kelly, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle avait participé au Mae Young Classic. Ah, ok. Et Masha Slamovich, il me semble qu'elle a catché à la All Elite Wrestling. Tout ça, je vous dis ça de tête. Alors, elles avaient, moi, juste les dernières fois que je les avais vues, elles avaient des gimmicks plutôt de combattantes mixed martial art. Mais là, elles étaient repackagées en version un peu plus glamour. Glamour, je suis gentil, hein, mais bon, elles avaient les cheveux rouges, elles étaient apprêtées, elles étaient coquettes. Et leur nom de scène, c'est MK Ultra. Donc, je suppose que M pour Masha, K pour Kelly. Ah, Kelly. ça semble logique. Hein, voilà, MK Ultra. Et donc, on savait pas qui elles allaient affronter. Et ben, la surprise générale, c'est les deux gonzesses de DK, le clan qui avait dans ses rangs notamment Crazy Steve et Abyss. Souvenez-vous d'Abyss, le grand monstre, l'équivalent de Kane, mais à la TNA, qui travaille maintenant comme producteur à la WWE. Donc les deux filles, c'est Havok, qui ressemble un peu à Piper Niven, c'est un peu le même délire, et Rosemary, qui était très populaire à une époque à la TNA, qui c'était même un peu elle la star au bout d'un moment de Elle a DK. été championne, non Elle a été championne des knockouts, des femmes. Donc voilà, elles arrivent au ring. C'est elle, le public est très content parce que, comme je disais, Rosemary, elle est quand même très populaire. Et puis nous, on a un match derrière qui dure 6 minutes 15. Ça fait la bagarre dans tous les sens. On va avoir. Alors, ce que j'ai noté, moi, c'est qu'il y avait un dégagement d'un tombé au compte de 1 après un gros finisher. Ça, c'est le truc à la mode en ce moment. Puis ça a été fait en début d'année par Omega et Ospreay, je crois, au Japon. On aime bien faire des moments comme ça, où on se prend le gros finisher et puis on sort au compte de 1. Donc, ça se fout sur la gueule gaiement jusqu'à la victoire des revenantes. C'est Rosemary et Havok qui gagnent le match. Nouvelle championne. 6 minutes 6 minutes 15 d'un match qui était aussi très propre. J'ai pas mis d'étoiles parce que j'ai dû oublier, mais d'ailleurs je dirais que j'ai mis des étoiles quand même. Voilà, victoire des femmes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? En fait, je vais prendre ton manque d'étoiles comme un signe parce que j'ai l'impression que ce match était un peu oubliable. Moi, pour le coup, j'ai quasiment aucune note dessus parce que j'ai regardé d'un œil. C'était assez rapide, ouais. C'était assez vite et puis elles m'ont pas accroché. Alors moi, les filles de Dicky qui reviennent, la dernière fois que j'ai regardé, elles étaient encore là, donc elles n'ont pas dû partir longtemps. Et puis les deux autres filles en face, je les connaissais pas. Et c'était drôle parce que c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que l'annonceuse, pour annoncer les filles, elle avait un papier et elle lisait le papier en fait. Je me suis dit, si même elle connaît pas les filles, je vais pas trop m'en vouloir de pas les reconnaître. Et puis voilà, donc je me suis juste dit que c'est un feel good moment de filer les ceintures à des anciennes qui revenaient, mais à part ça, je n'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce match-là. Ouais, exactement. Il y avait rien de très intéressant dans le match. C'était relativement propre, mais ça se saurait, c'est Killer Kelly et Slamovich, et c'était vraiment très intéressant. Et puis ce qui fonctionnait, c'était Rosemary toute seule, quoi, avec Havok. Ça fait une tag team solide, mais c'est pas ça qui va nous bouleverser quand même. On va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a noté? On a Scott D'Amore qui vient. D'abord, il signe un contrat. Voilà, il vient avec son chewing-gum dans la bouche. J'ai noté. Bravo. Et un costume vraiment immonde. Mais bon, il n'est pas là pour avoir la classe, j'ai l'impression, Scott D'Amore. Et il vient avec le CEO de la AAA, la fédération mexicaine, Dorian Rorian Peña, le célèbre. Et il nous annonce
un partnership entre la TNA et la AAA. Ça devient une vraie lucha house party, j'ai envie de dire, cette soirée. Bravo. Alors, bon bah voilà, hein, je pense que tu es content de savoir qu'il y aura des Mexicains à la TNA dans le futur. Et même maintenant. Et même maintenant, hein, c'est dans le match suivant. Tiens, j'ai pas noté que Rich Swann, il était en cosplay de Flash Funk dans son match d'ouverture. Qui c'est Flash Funk? Flash Funk, c'était un catcheur de la WWE, c'est Too Cold Scorpio. Je sais pas si tu vois, ok. tu vois, quand il est démarré à la WWE, il lui avait mis le gimmick de Flash Funk, qui était un espèce de bêta test du Godfather. Et il avait une grenouillère avec des cuissardes argentées. Ouais, c'était un mix entre Goldust et je sais pas, et le Godfather, voilà. C'est un des pires gimmicks de l'histoire, quoi, ou une des pires gimmicks. Donc Richwan s'est dit, bah tiens, c'est la bonne idée, je vais le copier. Ce soir, je vais faire un hommage à cette gimmick qui était limite raciste. Clairement, le prochain match, il va revenir en Shockmaster, puis ça sera voilà, la totale. Ça m'a fait rigoler. Mais en tout cas, là, on a quand même du lourd, puisque c'est l'heure du X Division Championship. Ce sera un triple free match. Le champion Chris Sabin affronte l'association du Mexique El Hijo del Vikingo et l'ace de la division junior heavyweight du Japon, Kushida. Kushida qui débarque avec sa vraie musique, la classe. Kushida qui a signé d'ailleurs, hein. Ils ont dit qu'il y avait un contrat TNA de mémoire. Ouais, il est signé à la TNA, effectivement. Alors, bon, grosse carrière au Japon, évidemment. Il est passé par NXT, ça n'a pas fonctionné des masses. Et maintenant, il se retrouve à la TNA. Face à lui, le champion Chris Sabin, vétéran Motor City Machine Guns, le tag team, voilà, un des piliers de la X-Division, voilà, un des grands classiques de la TNA, en tag team avec Alex Shelley pendant longtemps. Alex Shelley qui est le champion actuel d'Impact, qui défend son titre ce soir d'ailleurs. Et ben on a évidemment un gros match de X-Division, ça part dans tous les sens, ça va très vite. Il y a notamment un Canadian Destroyer sur la rampe qui est terrible. Ouais. Un 450 vers l'extérieur aussi, en prenant appui sur les cordes. Ouais. Ça, c'était balèze. Hein. Ça, c'était balèze. Non, franchement, c'est du gros catch spectaculaire. De toute façon, il y a du level. Hein. Enfin, moi, je trouve, hein, au niveau technique, entre Kushida, entre El Hijo del Vikingo, qui en fait un peu moins que ce qu'il fait quand il va à la All Elite Wrestling, où, bon, évidemment, il se lâche un peu plus et ça va un peu dans le n'importe quoi. Là, c'était plus resserré. C'était plus efficace. 12 minutes de vrai X-Division Championship, comme on les met à l'époque. Et c'est bien Chris Sabin qui remporte le match. Il reste champion. On est content pour lui. Moi, j'ai mis 4 étoiles carrément à ce match. Ouais. C'est vraiment... voilà pourquoi on regarde la TNA. Si jamais on est intéressé, c'est un truc qui peut vous faire accrocher au produit. Surtout que là, on avait vraiment trois talents qui sont... Bah bon, Chris Sabin, c'est quand même un vétéran, mais Kushida et Vikingo, ils sont dans la force de l'âge. Là, ils sont au top de leur carrière, donc forcément, la prestation, elle est impeccable. T'as été convaincu, toi, ou il y a des trucs qui t'ont fait tiquer? Non, je suis très convaincu parce qu'effectivement, je suis comme toi, je le prends comme un match de X-Division. Et dans ces cas-là, on va dire que pour moi, c'est pas des règles, mais un contexte différent d'un autre type de match. Il n'y a pas de heel, il n'y a pas de face, par exemple. Et moi, ça me va très bien, en fait, dans ces matchs-là. Au final, le match, tu avais le ring général, on va dire, un peu qui était créé avec Chris Sabin. Et tu avais Vikingo qui faisait tous les sauts, enfin, tout le domaine aérien. Et Kushida qui faisait toute la partie soumission, en fait, avec des contres de soumission. Et en veux-tu, en voilà. Et tu peux croire que tout le monde va gagner. Alors, El Hijo, et non pas El Io, comme disent ces Américains qui ne savent pas prononcer les J. El Hijo del Vikingo, je pensais pas qu'il allait gagner parce que comme lui, pour le coup, il n'y avait pas de contrat TNA. Ça leur a mal fait que dès le premier soir du renouveau, ils perdent leur ceinture X-Division. Par contre, je pensais vraiment que Kushida allait gagner et l'histoire était plutôt bien racontée dans le ring.
Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Ouais, on a parlé des mouvements spéciaux. Et aussi à noter que, et ça c'est pareil, c'est typique de X-Division et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable, c'est qu'on a eu un vrai match à 3. C'était pas 2 plus 1 qui dort à côté, quoi. Ouais. C'était les mecs étaient à 3 tout le temps, quoi. Et donc ça, Ouais. c'est vraiment très très appréciable. Ouais. Alors ça, c'est le savoir-faire de la X-Division. On peut pas leur enlever ça. Voilà, voilà, pendant un temps, moi, je regardais aussi beaucoup de catch indépendant et notamment la TNA. C'était pour voir ce type de match quand même qu'effectivement on voyait pas du tout et qu'on voit quand même assez rarement à la WWE. Et je trouve qu'ils sont pas aussi bien ficelés à la All Elite Wrestling. Donc là-dessus, c'est vraiment le bon point de ces shows TNA. Donc voilà, un match recommandé. Ensuite, on a alors un match, c'est presque un crossover, mais pas vraiment. On a Josh Alexander, l'ancien champion d'Impact, qui a fait toute sa carrière à la TNA, enfin ancien champion, ancien champion Impact, pardon, qui affronte, alors c'est vendu comme le free agent le plus hot du moment, c'est Alex Hammerstone. Qui a bossé à la Major League Wrestling, qui a été champion de la Major League Wrestling, mais comme personne ne regarde la Major League Wrestling, tout le monde s'en fout. Il faisait partie du clan avec MJF quand MJF était là-bas. D'accord. Je sais plus comment ça s'appelait, son clan Fortune ou un truc comme ça. C'était un clan de gosses de riches. Et donc ce soir, il est là pour un match d'exhibition face à Josh Alexander. Donc Josh Alexander va travailler la jambe d'Hammerstone pendant une bonne partie du match qui va durer un bon quart d'heure. Ça envoie des gros power moves du côté d'Hammerstone, de la technique du côté de Josh Alexander. Hammerstone a ça je l'avais déjà vu, mais ça se confirme ici. Hammerstone a piqué le finisher de Goto, d'Hiroki Goto de la New Japan Pro Wrestling, ce finisher que j'adore là, la souplesse qui se termine en lariat. J'aime beaucoup cette prise-là. Mais ça ne lui suffira pas à gagner le match, puisque c'est bien Josh Alexander qui gagne. Alors, je ne sais plus s'il le fait abandonner ou... non, c'est un pinfall. Non, pinfall. Ouais. Par contre, Hammerstone a vendu sa jambe tout le match pour préparer justement un peu l'excuse, on va dire. Ouais. En tout cas, un match classique, mais vraiment très bien foutu. J'ai trouvé. Toi, il me semble que tu connaissais Josh Alexander. Oui, Josh Alexander, justement, à la période où j'ai regardé, c'était la période où c'est Christian qui était redevenu champion, là, qui a pris le titre à Omega d'ailleurs. Et puis c'est Josh Alexander qui lui prend la ceinture. Et j'ai découvert ce petit bonhomme, c'est un grand bonhomme, qui est vraiment physiquement très intéressant. Puis je me dis, putain, alors lui, pour le coup, on en parle tant des gars qui sont WWE compatibles. Je pense que celui-là, il n'y a aucun souci. Et demain, ici, il se fond directement dans le décor. Alors là, il était à la TNA, donc c'était un peu le babyface ultime, le chouchou du public. Alors si j'ai bien compris, il a dû abandonner son titre sur blessure. Exactement. Donc voilà, donc c'est le mec qui reste champion dans le cœur du public et qui du coup va catcher babyface pendant tout le match. Même si j'ai trouvé ça un peu chelou qui s'acharne comme ça sur la jambe de Hammerstone, qui du coup était censé être au début un peu le heel du match, mais bon, l'autre il s'est fait torturer, donc c'était un peu chelou comme positionnement. Et ça sera un peu le cas pour tous les matchs. Alors on verra tout à l'heure, mais c'est pas du classique à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Donc Hammerstone, que je connaissais de nom, de réputation, parce que je n'ai jamais regardé la Major League Wrestling, mais par contre, je savais que c'était lui qui était le champion. Et qui, effectivement, est un sacré gros bébé, et qui fait du power move, qui t'a soulevé Josh Alexander comme il pesait rien. Et donc, qui est aussi un profil intéressant. Alors, lui, par contre, j'ai pas l'impression qu'il est signé à la TNA. Non, il est free agent. Il est toujours free agent, voilà. Donc à voir ce qu'il va faire derrière, mais je pense que c'est pareil. Je sais pas son âge, mais j'ai l'impression comme que c'est un gars qui doit pouvoir catcher encore sur des bonnes fédérations, quoi. Ouais, il est jeune. Alors il a une tête de. il me fait penser à Chris Jericho, mais vieux. Mais il est jeune. Donc il a tout l'avenir devant lui. Après,
avoir, de tous les retours que j'ai, apparemment c'est un bon professionnel, donc à mon avis on entendra encore parler d'Hammerstone, et on entendra sûrement encore beaucoup parler de Josh Alexander. 33 ans il a, voilà. Bon, bah oui. Gamin. Et il fait plus. Hein. Mais, c'est la barbe. Hein. C'est la barbe, voilà. Ouais, Alexander, faudrait juste qu'il se débarrasse de son protège-oreille là et de sa grenouillère. Hein, parce que personne ne perce en portant un protège-oreille et une grenouillère. Sauf si. Alors, il était en tag team avec. Comment il s'appelle Evan Page, qui est à la All Elite Wrestling maintenant. Ils avaient une tactique qui avait bien fonctionné pendant un bon moment. Et puis quand Evan Page est parti à la All Elite Wrestling, pour son plus grand malheur, Josh Alexander est parti en solo, il a décroché le titre TNA. Oui, parce que j'ai pas l'impression que je crois qu'à ce moment-là, je regardais un petit peu la AEW et Evan Page, j'ai pas été super marqué par son. Non, ils en font rien. Par son arrivée, hein. Ils en font rien. Et sûrement qu'il reviendra un jour. Et on aura une belle opposition entre Josh Alexander et Evan Page. Donc ouais, moi je recommande ce match. Hein, c'était sympa, j'ai même mis 4 étoiles, tiens, pour te dire. Ensuite, on a encore du lourd. On va encore avoir du spectaculaire. On va chez les tag teams. Et donc tu nous avais parlé un petit peu de la qualité de la division tag team à la TNA. On va voir ce soir si c'est le cas. Donc, on a les champions du moment, c'est les Rascals, si je dis pas de bêtises. C'est Trey Miguel et Zachary Wentz. T'es sûr, c'est pas les. C'est pas les autres. Non, bah oui, je dis peut-être une connerie. C'était les autres alors. ABC ou un truc comme ça. ABC, voilà. Ace Austin et Chris Bay du Bullet Club. C'était peut-être eux les champions alors. Oui, je confirme. Je dis de la merde. ABC, Ace Austin, Chris Bay. J'ai pas grand chose à dire sur Chris Bay, sinon que on dirait un Kofi Kingston en plus jeune et en plus un peu heel comme ça. Ace Austin, pareil, il était à la Major League Wrestling, il a pas mal fait d'indie. Bon, ça fait un moment aussi qu'il est à la TNA. Il avait démarré notamment avec un cosplay de Gambit quand il est arrivé. C'est pour ça qu'il a une carte à jouer, un as. Et avant, il venait avec un grand impair et puis un bâton aussi, comme Gambit des X-Men. Yes. Et il est en solo. Je crois qu'il était champion X-Division peut-être un moment sur la TNA et il a même été challenger pour le titre suprême. Moi, justement, c'est à ce moment-là, je l'ai regardé un peu en solo et je trouvais qu'il était intéressant dans le ring. Par contre, à poil crevette, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'il est. Alors, je sais pas si c'est le changement de coupe de cheveux, mais j'ai trouvé un poil plus. Un peu plus moins costaud, choquant dans le ring, un peu plus costaud. Bah, il a été très vite à la TNA, donc quand il est arrivé, il a encore un physique de rookie, quoi. Mais ça prend il prend de la masse, il prend de la stature, c'est ça qu'il faut pour un catcheur qui veut monter. Donc il est champion avec Chris Bay et ils font partie du Bullet Club, le grand clan du Japon. Ils sont un pendant américain. Je sais pas si c'est trop officiel, mais en tout cas, ils ont le droit d'utiliser la musique et les t-shirts, quoi. Chris Bay, alors il était pas en équipe avec, comment il s'appelle, l'ancien de NXT aussi, qui est en couple avec, je sais pas trop les noms, qui avait un nom de Pamela Anderson, là, CJ Parker. Non. Donc du coup, son nom, c'est Juice Robinson. Juice Robinson. Il était pas en équipe avec lui, Chris Bay, à l'époque, au Bullet Club. C'est possible. Je mettrai pas ma main à couper, mais si, parce que de toute façon, Juice Robinson a fait partie du Bullet Club aussi. D'ailleurs, ils ont une autre version du Bullet Club à la All Elite Wrestling. Le Bullet Club est partout. Le grand clan qui avait été créé par Finn Balor à l'époque, dirigé aussi un temps par AJ Styles, puis Kenny Omega. Et forcément, il y a des tonnes de personnes. Et donc, ça s'infiltre un peu dans toutes les fédérations. Il y a Jay White du côté de la All Elite Wrestling, qui dirige son petit clan. Mais bon, là donc c'est nos champions, Ace Austin, Chris Bay, plutôt sympa. Donc les Rascals, Trey Miguel et Zachary Wentz. Donc Zachary Wentz, c'était une moitié les Miskins. Les Miskins. C'est quoi le vrai nom du coup? MSK. MSK, voilà, bah oui, c'est normal qu'elle m'en souvienne pas. Voilà, aux côtés de Wesley. C'était la partie raciste.
C'était la partie raciste de MSK. Et donc, effectivement, là, il est plus avec un black, il est avec un Mexicain. Oui, puis il avait tapé sa femme. Aussi. Ah oui, pardon. C'était surtout j'ai ça. peut-être mélangé. Il a peut-être tapé sa femme et pas été raciste. Non, mais généralement, si ça c'est va le cas, de pair. je suis désolé, monsieur, mais... Voilà, on s'excuse pour cette diffamation. Mais bon, il a retrouvé du boulot. Donc, en fait, les Rascals, c'était le clan de départ, ils étaient 3. Hein. C'était Trey Miguel, lui, Zachary Wentz et du coup Wesley, à l'époque, qui s'appelait Desmond Xavier. Les deux étaient partis à NXT. Trey Miguel était resté sur place, il a eu une petite carrière solo. Moi, j'ai eu une carrière solo hein, quand j'ai regardé la fois dernière. Ouais. Trey Miguel, c'est un peu un mix entre Ricochet et Finn Balor, je trouve. Tu mélanges les deux, c'est à peu près sa gueule. D'accord. Et donc, c'est eux qui sont pas champions, hein, décidément. Et alors, il y a aussi les Grizzlies de Young Veterans dans ce match. Ouais. James Drake et Zach Gibson, les anciens de la NXT UK, de NXT. C'est là que j'ai découvert qu'ils étaient plus à WWE d'ailleurs, parce que moi, pour moi, ils étaient dans le clan du mec là qui fait le prévoyant du pauvre là. Oui, le prévoyant du pauvre. Merde, son nom va m'échapper, mais je pense que vous voyez, ils avaient, avec la fille du Rock. Avec la fille de The Rock, ouais, mais le clan n'existe plus. D'accord, a priori, oui. Et ils sont fait licencier. De toute façon, ils voulaient plus bosser trop là-bas. Il lui avait forcé à raser la barbe quand même. Ouais. À Zach Gibson. Donc c'était, il était temps qu'il s'en aille quand même, parce que visiblement il voulait pas en faire grand-chose. Ouais, bon, moi, Jack Gibson, ce qui me marque surtout chez lui, c'est qu'il se prenait des énormes broncas en Angleterre quand il bossait à la Progress et tout ça. C'était un des mecs les plus hués de tout le marché anglais, on va dire. Tu veux qu'il se prenait des chaussures dans la gueule ou un truc comme ça ? C'est ça, voilà. C'était le chant. Si vous n'aimez pas Zach Gibson, enlevez votre chaussure. Take your shoe off. Qu'ils ont essayé de réintégrer à la NXT, mais ça n'avait aucun sens, donc ça n'a pas vraiment marché. Et la dernière équipe à intégrer le match, c'est la sensation du Québec, Mike Bailey. Et normalement, il devait être avec Trent Seven, le catcheur anglais, Moustache Mountain, British Strong Style, au comté de Pete Dunne. Et comment il s'appelle le pote de Pete Dunne ? Merde, je l'ai perdu aussi. Ouais. Et qui est aussi la moustache. Qui a aussi la moustache, voilà. Donc ils avaient un clan ensemble. Il est passé à NXT, tout ça, mais maintenant il est signé à la TNA, Trent Seven, mais il a eu un problème de transport, pas pu prendre l'avion. Donc on le voit dans la vidéo, mais on ne le voit pas dans le petit carton qui annonce le match, le petit visuel, puisqu'il est remplacé par le Laredo Kid, catcheur luchador, masqué. Je me demande s'il n'était pas dans le main event de All In, Laredo Kid, mais bon, c'est un pilier du secteur indépendant qui a aussi pas mal bossé à la TNA. Il était en équipe avec Angel Garza à une époque. D'accord. Donc il vient remplacer Trent Seven au pied levé. 14 minutes 15 de match. Là aussi, on est encore dans le catch spectaculaire où ça part dans tous les sens. Ça catch et c'est les champions qui conservent leur titre. Ace Austin et Chris Bay. Avec un joli finisher. Ouais, toutes les prises sont jolies quand même. Hein. C'est des mecs, ça enchaîne un peu dans tous les sens. Hein. Il y a du haut niveau. Il y a Mike Bailey qui fait le show. Mike Bailey qui a fait une grosse année. Moi, j'aimerais bien ton avis sur Mike Bailey parce que c'est un cas d'école pour moi. Mais on dirait un mec qui fait un peu du karaté ou je sais pas quoi. C'est un peu chelou son style. Là, c'est effectivement. En plus, la tag team avec un Laredo Kid, du coup, t'avais un luchador et un mec en tenue de karaté. Ça faisait les mecs les plus mal assortis du monde. Mais bon, effectivement, il s'est débrouillé. Alors moi, je t'avouerai que j'ai pas été trop marqué par lui. Moi, j'ai plus tiqué sur les Grizzlies en fait que j'ai trouvé les Grizzlies et Young Veterans que j'ai trouvé vraiment je parlais de Ring General tout à l'heure. Eux, c'était un peu le cas cette fois-ci, ceux qui ont tenu quasiment tout le match et ils étaient dans quasiment toutes les confrontations parce que là, pour le coup, ça
pas mal sorti du ring avec des rotations entre les équipes. Et parce qu'en plus, c'était un. Alors ça m'a pas plu pour le coup. C'est qu'ils avaient fait une stipu WWE, c'est-à-dire un Fatal 4-Way où tu dois taguer 2 par 2 en fait. Et donc du coup, tu n'as que 2 équipes à la fois dans le ring. Et ça, pour le coup, je pense que à la TNA, je m'attendais à avoir un truc un peu plus complètement. Enfin, tu sais, genre les 4 équipes en même temps, et puis basta, quoi. Il n'y a pas de règles, quoi. Là, il y avait un peu trop de règles. Et puis du coup, on a beaucoup vu les Grizzlies dans le ring parce que je pense que c'était la seule équipe vraiment heel. Et puis, pour le coup, ils ont bien tenu la dragée. Ils ont bien fait briller les autres, je trouve. Ouais, tu sens le poids des années. Puis ils ont en Angleterre, t'as un catch qui est quand même assez carré, donc forcément, c'est un peu eux qui donnent le là dans un match comme ça, même si les autres ont pas mal d'expérience aussi, que ce soit les Rascals, que ce soit ABC. Mais si tu veux un truc qui part pas en spot fest, effectivement, on peut donner le lead aux Anglais. Voilà, tout le monde a eu le temps de briller un petit peu. Peut-être que Chris Bay a été peut-être un peu moins présent. Oui, clairement. Les champions, champions, c'est ceux qu'on a le moins vu finalement. Ouais, finalement, voilà, ils viennent un peu voler le match vers la fin. Mike Billy a quand même eu le temps de dérouler. Moi, je trouve qu'il ressemble quand même à Eric Bischoff, jeune, déguisé en karatéka. Karatéka, ça effectivement, ça grossit le trait, ouais. Mais qui a piqué le peignoir de sa mère, quoi. C'est délicat. En plus, il n'a pas un physique qui est très impressionnant, mais bon, il est francophone, on va pas se fâcher avec lui des fois quand on puisse taper la causette. Mais c'est marrant. C'est vraiment un mec qui est très très réputé en ce moment sur le secteur indépendant. Bon, c'est quand même délicat, je trouve. Mais bon, le public l'aime bien. Il n'y a pas de souci. Moi, il me fait penser, alors je sais pas si tu avais ça dans ton secteur, mais dans les kermesses, il y a souvent les pompiers qui faisaient faire ou le club de karaté qui venait faire une démonstration de karaté, tu sais. Ça me faisait penser un petit peu à ça, quoi. Qui font une petite en cassant des briques ou des. C'était souvent des mecs amulés, tu vois. un peu Karate Kid, quoi. C'est les mecs un peu péraves, quoi. Qui vivent dans le basement des parents, quoi. Mais bon. Les Québécois, donc bon. Ouais. Merde, bon. Voilà. Bon, en tout cas, un match solide. J'ai mis 3,5, tiens. 3 étoiles et demie. Non, 3 quarts. 3,5, c'est ce que j'ai mis au match suivant, tu vois. Je spoil mon résultat. Voilà. Donc, en tout cas, il y avait du monde, hein. C'est ça qui est bien. Ça t'a donné un petit aperçu de ce qu'il y a comme catcheur dans le milieu. On va chez les filles. On retourne chez les filles. Il y a beaucoup de catch féminin, hein, finalement. C'est très, c'est la parité. C'est la parité quasiment, ouais. Ouais. Alors, on va retrouver la championne qui est une ancienne WWE. J'ai nommé Trinity Fatou. Et tu vas me donner son nom à la WWE. C'est Naomi Uso. Naomi Uso, eh oui, qui est depuis une bonne année, là, depuis qu'elle a quitté la WWE quasiment. Avec Père Trefaka, hein, vous vous souvenez, elle avait passé sa gueulante là avec Sasha Banks. Ça va pas, gna gna gna. Bon, elle dit qu'elle était très contente d'être à la TNA, mais je crois que c'est son dernier match. Oui, il me semble avoir entendu ça qu'elle partait. Et peut-être de retour au Bercail d'ailleurs. Ouais, à mon avis. Royal Rumble, attendez-vous à des luminaires, hein, etc. Et son adversaire, c'est Jordynne Grace, ancienne championne TNA, tout en muscles, extrêmement balèze. 14 minutes 30 de match quand même. Trinity qui sort un peu les doigts, comme on dit dans le métier. C'est assez spectaculaire. Jordynne Grace, c'est quand même une sacrée performeuse. Elle avait gagné un shot au championship parce qu'elle avait gagné un Royal Rumble mixte. Et notamment elle avait pâté à Bully Ray. Voilà. Et donc elle cash-in une énorme coupe monstrueuse. Et je me suis dit heureusement qu'elle a programmé son cash-in parce que courir avec ça pour faire des cash-in, c'est moins pratique avec une mallette. Hein. Clairement, faut pas la faire tomber. Voilà, le match est très propre et c'est la victoire de Jordynne Grace. Oui, première défaite de Trinity.
première défaite de Trinity à la TNA, changement de nouvelle championne. Et puis voilà, est-ce qu'on est satisfait de ce match féminin? Oui, alors moi j'étais satisfait. Alors, ça n'a pas été une grande performance de Trinity, je trouve. Ouais, elle a pas récolté beaucoup de réponses favorables à ses performances. Beaucoup de gens ont été déçus de ce qu'elle a fait à la TNA. Ouais, Bon. je me suis dit qu'elle n'avait pas trop progressé en fait, depuis son passage WWE. Par contre, et ça faut le noter, et c'est tant mieux pour elle, elle a le droit à des vrais matchs maintenant. C'est-à-dire que là, il y a quand même des constructions, il y a quand même il y a une vraie durée, et c'est pas juste ce qu'elle pouvait avoir droit parfois dans la vision féminine, où 90% du package était sur son entrée, quoi. Ouais. Là, elle a quand même pu faire ça, avoir un vrai match. Et là, j'ai trouvé une prise qu'elle n'avait pas avant, qui était sympa, parce qu'elle a fait une espèce de, un peu à la Roman Reigns d'ailleurs, une powerbomb arrachée du sol, là où elle t'attrape Jordynne Grace, qui est pourtant assez massive, et elle te la soulève du sol et pour le balancer en powerbomb. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Par contre, ouais, là-dessus, c'est mon bémol qui commence à monter petit à petit avec cette soirée. C'est que on a une nouvelle fois une opposition où Trinity, quand elle arrive, tu as l'impression que c'est la babyface de la division, invaincue, tout le monde est avec elle et tout, Trinity et tout. Et Johnny Grace, elle a un vrai physique de monster heel, et pourtant elle catch en face. Et en fait, c'est un nouveau match où en fait il n'y a aucune personne qui se fait huer, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage, moi, ces matchs-là, surtout pour les titres, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'histoires à raconter, quoi. Ouais. C'est subtil, mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Effectivement, quand tu montes un match, il faut que tu aies une opposition heel et face. Sinon, comme tu dis, ça donne des matchs où personne se fait huer, personne, ça se fait que acclamer, quoi. Et c'est pas le meilleur rendu pour un match, en tout cas, quand tu es devant ta télé. Ça manque d'émotion, moi, je trouve. Ça manque d'émotion, ouais, exactement. On a l'impression qu'elles sont à l'entraînement presque. Ouais, ça c'est les subtilités du catch. C'est pendant par un câlin, quoi, un nouveau câlin. Oui, voilà, ça finit par. Alors ça, c'est des trucs. J'aimerais bien ne plus jamais voir ça, quoi. Randy Orton serait choqué. Ouais, alors là, non, ça passerait pas chez Randy. C'est aussi le match où on voit apparaître effectivement cette jeune femme qu'on avait vue sortir de la limousine. Qui est-elle Ash. Ash by Excellence. Non, c'est Ash by Élégance. Mais les commentateurs diront Ash by Excellence. Oups. Voilà, ils ont pas reçu les bonnes notes. Et qui est-elle? C'est une ancienne WWE, c'est Dana Brooke. Grosse recrue. Grosse recrue, personne ne la reconnaît. Hein. Non, non, et je trouve qu'elle a maigri, Dana Brooke, en plus. Hein. Et je parlais de Lana tout à l'heure, franchement, elle a la même tronche que Lana maintenant. Ouais. J'ai mis un bon moment à la reconnaître, honnêtement. Voilà, donc ça fait pouf. Hein. L'arrivée de Dana Brooke. Elle a eu un petit vent de popularité sur un match à la WWE pendant la Royal Rumble, je crois. Mais ça reste Dana Brooke, quoi. En plus, une nouvelle fois, tant mieux pour elle. Elle persévère. Au moins, là, elle va catcher. Au moins, elle a fait comme du roll-up pendant 72 ans, là. Donc, au moins, elle va peut-être qu'elle va se rendre compte qu'elle n'aime pas le catch, d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Elle l'a jamais fait. Mais ça, au moins, voilà, tant mieux pour elle. Allez. Elle a déjà tweeté pour se plaindre qu'elle avait reçu un mauvais retour de sa nouvelle gimmick, là. Mais tant mieux, elle sera heel. Vas-y. Voilà, elle sera heel. Une vraie. Une vraie de vraie. Voilà, Dana Brooke et TNA. C'est l'heure du main event. Ouais, faut dire, on a été gâtés par les retours, quand même, à la WWE, là. Les arrivées, hein. Ouais, y a Top Dollar et Dana Brooke. Ouh! Et ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet pour le retour de la TNA. C'est la classe absolue. Ouais, il faut savoir quand même que Scott D'Amore avait annoncé la plus grosse signature de l'histoire de la TNA. C'est Top Dollar, je l'avais dit. Top Dollar et Dana Brooke. Les deux combinés, ça fait effectivement la plus grande signature. Voilà, il avait dit que les mondes allaient se mélanger. Le monde de la musique, hein, et le monde de la mode, mélangé avec le monde du catch. Voilà. On en a eu pour notre argent.
on peut le dire. Le main event, le champion, donc Alex Shelley, le vétéran. Vous en avez parlé, hein, ils sont étaient en équipe avec les moteurs, le moteur Machine Guns, Motor City Machine Guns, avec Chris Sabine. Il a même gardé la musique, lui. Il a même gardé la musique, rien à foutre. Il arrive au ring. Alors, on a toujours tous pensé que c'était un champion de transition quand il a gagné le titre. Et puis finalement, ça fait presque un an qu'il est champion. Et il affronte ce soir rien d'autre que Moose, la grosse baraque de la TNA, qui a été débarré à la Ring of Honor, qui a un temps été pressenti pour la WWE, mais je crois qu'aussi il a tapé sa femme à une époque. Et du coup, il a été un petit peu blacklisté pour le compte. Donc Moose, une grosse baraque, un grand black, un ancien footballeur, je crois, qui débarque au ring. Il avait un temps ramené la ceinture TNA d'ailleurs à Impact. Il se prétendait le champion TNA. Et bien, il vient là pour marquer le coup. On va avoir un gros match qui fait quand même 21 minutes. Ça fait quand même son temps. Voilà, c'est un rythme assez lent quand même dès le début. Oui. Alex Shelley est plus tout jeune non plus, donc il va pas aller tout de suite à 100 000 à l'heure. Il y a le fameux D'Angelo Williams qui fait un petit coucou. C'est aussi un ancien footballeur, je crois, qui avait fait un match à une époque qui avait pas mal impressionné à Impact. Il est de retour là dans le clan de Moose qui s'appelle The System là, avec le clan d'Edwards. Avec Eddie Edwards et compagnie. Kazarian, non? Ah non, Brian Meyers. Non, Meyers, ouais. Kurt Hawkins. Voilà, le rythme est lent. Alex Shelley va travailler le bras de Moose. Moose va vendre son bras pendant tout le match. Il est blessé au bras. Mais finalement, le gros Moose est quand même le plus balèze. Et il va finir par damer le pion à Alex Shelley. Victoire sur pinfall. Après, je suppose une grosse powerbomb ou un truc comme ça. Non, un spear, ouais, il fait des spears, Moose. Tu te prends un Moose dans le ventre. Effectivement, tu te relèves pas tout de suite. Et alors que Shelley était vraiment en train d'enchaîner le finisher, j'ai l'impression qu'il courait à la victoire. Ouais, il était en belle remontada là, enchaîner les power moves, les gros signature moves, mais ça suffira pas. Moose le plaque au sol avec un gros spear. Voilà, 21 minutes 45 de match. C'était peut-être un peu long, c'était peut-être un peu lent, mais ils ont fait le job. Ouais, c'est sûr que voilà, on quitte un peu le show sur une fausse note. Qu'est-ce que tu en penses? Alex Shelley, de toute façon, en champion, c'est peu. Ouais, pas s'enflammer, quoi. En fait, j'ai un peu le même sentiment que j'ai dit pour le match du début de show là, je me suis dit que le public, il a l'air d'avoir adoré. Il était super investi dedans. Ils ont bien trouvé le fait que ce soit un démarrage lent, ça va pas trop choquer parce que je me suis dit pour le coup, c'est un main event. Ils vont essayer de faire durer un peu, donc ils vont jouer un petit peu avec le public. Donc sur le coup, ça me gênait pas. Alex Shelley, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et c'est vrai qu'il a une tronche du vieux. Il a la tronche du vieux HBK là. C'est-à-dire, limite les yeux qui biglent un peu. Et puis voilà, le poids des âges sur le visage. Et encore une fois là, j'ai trouvé que lui c'est le face et Moose est quand même heel parce qu'il est dans le clan système. Il y aura eu une intervention. Alors je reviendrai tout à l'heure à l'intervention. Mais du coup, il était face contre heel et c'est le face qui va s'acharner sur l'épaule du heel. Le heel qui fait quasiment aucune tricherie, qui du coup est soutenu par le public, qui va faire Moose pendant tout le match. Et puis, t'as le finish qui vient out of nowhere. Alors côté, c'est vrai, en train de construire le momentum avec Sabine qui commençait pas Sabine, Shelley, qui commençait à vraiment enchaîner les moves, qui voulait dire qu'il arrive sur la fin. Et Spear of Nowhere, 1, 2, 3, terminé. Donc voilà, quelques mots assez sympas. Il y a notamment un Shell Shock, qui est un espèce de Sister Abigail, là, qui est un des finishers d'Alex Shelley qu'il a fait directement sur le sol, qui est assez sympa. Mais voilà, ouais. Et l'intervention, j'ai trouvé que l'intervention, par contre, c'était pourri. Là-dessus, je vais quand même mettre un petit carton à la TNA. Parce que donc tu as une intervention de système, donc ils sont 3. Le copain de foot américain, Kurt Hawkins, j'ai oublié son nom,
Brian Myers, voilà, et Monsieur Edwards, Edwards, oui. qui attaque, qui vient dans le ring un peu, non, pour distraire, il vient de distraire. T'as les deux derniers nommés là qui se font attaquer par Sabine et Kushida, qui sont les potes de Shelley. Donc du coup, ils partent à 4 en coulisses. Ils partent à 4 en coulisses en oubliant totalement le footballeur américain qui vient se mettre sur les cordes. Le temps de déconcentrer Shelley. Il se passe rien. La caméra tourne, la caméra revient. Il est plus nulle part. Le mec a disparu. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas ce qu'il a fait, mais voilà, il a fait une intervention qui sert à rien parce que Moose a même pas triché il y a même pas eu de distraction de l'arbitre ni rien. Après le match est repris normalement en fait. Donc j'ai trouvé ça dommage, d'une part la réalisation et d'autre part je sais pas, c'était le moment de faire un truc un peu heel quoi, plutôt que de faire ce run-in qui n'a eu aucun intérêt. Voilà le petit carton jaune pour ce match-là, je le mets sur ce run-in. Ouais, voilà, c'est ce qui se passe quand on n'est pas à la WWE. C'est pour ça que nous on ronchonne toujours quand on vous parle de ce type de fédération. C'est que sur des actions comme ça, là où la WWE généralement ils vont faire un truc qui fait sens, ça peut arriver que des fois ça tombe à plat, mais c'est plutôt dans la division féminine. Mais généralement quand tu fais un run-in à la WWE, ça fait sens. Tu vois l'action, c'est bien filmé, ça a un impact sur le match. Là, ça arrive quand même assez souvent à la TNA où on peut pas reparler de la All Elite Wrestling, mais que tu as comme ça des interventions qui riment à rien, qui sont mal filmées et qui ont aucun intérêt sur le match, quoi. C'est juste histoire de faire intervenir des gars qui sont pas sur la carte pour qu'on les voit à l'antenne un petit peu. Mais c'est là que tu vois que parfois ils bâclent un peu le truc, quoi. C'est bien là-dessus que je te rejoins pour poser un petit carton rouge quand même sur ce, surtout quand t'es dans le main event, quoi. Ouais. Ce serait dommage, ouais, voilà, ça c'est aussi un autre problème, c'est-à-dire que le main event il est quand même en dessous. Alors ils ont fait un match plus long, tout ça, mais qualitativement il est quand même en dessous du reste de la carte, de la plupart des matchs qu'il y avait sur la carte tout au long de la soirée. Par exemple, le Josh Alexander Alexa Hammerstone, il était bien meilleur. Oui. Clairement, oui. Donc ils sont pas le même âge non plus. Hein. Ouais, c'est ça. Mais pour ton premier pay-per-view de la nouvelle brand, ça aurait été peut-être bien de foutre quelqu'un d'autre qu'Alex Shelley. Ils auraient pu lui faire perdre le titre un peu plus tôt ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup de respect pour Alex Shelley. Hein. Moi, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, mais en champion, en main eventer pour ton premier show, c'est un peu délicat. Ouais. Puis comme tu le dis, effectivement, ces oppositions heel face qui sont pas très bien foutues. Moi, c'est déjà les problèmes que j'avais eu quand j'avais regardé d'autres pay-per-view là dans le courant de l'année. Surtout que j'en avais profité pour montrer un petit peu à mon petit neveu. Et effectivement, il était souvent dans la compréhension parce que qui était le méchant, qui était le gentil, quoi. Ouais, ça, alors tu lui expliques, c'est lui le gentil, puis le gentil commence à tricher. Tu dis ah bah merde. Comment tu l'expliques après? Et pourquoi le gentil essaie de démonter l'épaule de l'autre? Pourquoi il lui met les doigts dans les yeux? Et pourquoi l'autre il est méchant alors qu'il a rien fait? Ouais, parce que c'est de la merde, tu comprends? Voilà, t'as regardé WWE, petit con. Bref. Voilà, donc quand même en demi-teinte. Hein, on va pas valider complètement ce main event que j'ai donné quand même 3 étoiles sûrement, un truc comme ça. 3 étoiles. Voilà. Mais heureusement, mais voilà, ça ne se termine par là parce que Moose est en train de savourer sa victoire. Quand une musique retentit, un carton s'affiche là, un nom s'affiche sur le petit tentron. Un certain Nick Nemeth. Alors, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une blondasse dans le ring. Un espèce d'arbroker des années. Dana Brooke? Non, on dirait Van Halen ou quelque chose comme ça, avec sa tignasse. Mais oui, c'est bien Dolph Ziggler, Nick Nemeth de son nom de scène désormais quand il est dans la chaise indépendant. Il est là dans le ring, il confronte Moose. Ça se regarde, ça se défie. Nick Nemeth, comme on l'appelle désormais, va quitter le ring après avoir posé sa présence, mais Moose va essayer de l'attaquer. Dolph Ziggler va esquiver, il va lui mettre un super kick dans la face, et il va aller dans le public fêter ça. Hein, et un zigzag aussi, ouais, un bon zigzag. Mais par contre, il n'y a pas de nom pour l'instant. Il n'y a pas de nom, non, parce que il va falloir trouver des noms pour tout ça. Hein.
s'appelle le Nipzag. Nipzag. Ouais. Donc il va fêter ça dans le public. Il essaye d'arracher son t-shirt, il a un petit peu du mal. Ouais. Ça c'est un peu con. Mais il finit par réussir à l'arracher et en dessous il a un t-shirt TNA du plus bel effet. Je pense qu'il va essayer d'arracher les deux en même temps. Ça coince dans ces cas-là. Voilà, ça coince parce que du coup il était un petit peu abîmé son TNA. Voilà, il est dans le public, il fête ça. TNA. Nick Nemeth, Dolph Ziggler est arrivé. C'était bien ça la signature cachée de Scott D'Amore, celle qui avait été annoncée. On nous a bien eu. On nous a bien eu. Putain, jusqu'au bout, j'ai cru qu'on s'était fait rouler. J'ai cru que c'était l'alliance AAA TNA. Bon, faut savoir que la TNA et la AAA, ça fait des années, des décennies, qui sont en partenariat, de toute façon. Rien de spécial, rien de neuf à ce sujet. Mais en tout cas, Dolph Ziggler, ancien champion WWE, qui a quasiment tout gagné chez nos amis de Stamford, qui a sa légion de fans, les Dolphins derrière lui, qui est, on se souvient de sa grosse performance au Survivor Series, je ne sais plus quelle année. Voilà, ses prises de titre là, sa romance avec AJ Lee, puis aussi avec Vicky Guerrero. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de trucs, il a été champion. Son match contre Goldberg, c'était super ça. Quand il revenait la rivalité avec Alberto Del Rio. Avec Alberto Del Rio, oui, son double turn, le match du double turn, excellentissime. Voilà, un mec que la plupart des fans disent souvent, il a été mal exploité, on aurait aimé qu'il aille plus loin. Il y a beaucoup de gens qui attendaient beaucoup de Dolph Ziggler. Et ben maintenant, voilà, il va s'essayer à la TNA. Est-ce qu'il va pouvoir apporter quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se ressortir de tout ça? Bonne question. Est-ce que tu es hypé par son arrivée à la TNA? Oui, et franchement, je vais être franc, alors à l'heure où on enregistre l'émission, le weekly suivant est passé. J'ai failli le regarder juste pour Dolph Ziggler. Mais ouais. Bon, à deux doigts de. Ouais. Après, c'est une question de temps et de motivation. Mais c'est deux choses qui donnent envie de regarder, parce que là, pour le coup, on est sur un level un peu au-dessus de toutes les personnes dont on a parlé, même de Naomi, qui était bien sympa, mais qui était quand même un peu limité par rapport à Dolph Ziggler. Je pense que Dolph Ziggler, ça peut être l'équivalent des Jeff Hardy et compagnie, qui sont venus avant pour donner un peu du star power et du professionnalisme à la TNA, quoi. Donc, je pense que ça peut être une très bonne chose pour la TNA d'avoir recruté ce mec-là. Et j'espère que lui, ça lui permettra de s'éclater je vais y arriver, avec une fédération où il aura de la liberté et où il pourra s'imposer aussi tranquillement dans le main event. Je pense que s'il avait été à la AEW, il serait fait noyer parmi tous les gars là, et là au moins il aura du vrai spotlight, et il va pouvoir un peu s'abuser un peu, je pense. Ouais, clairement. On sait qu'ils peuvent payer cher des top stars qu'ils ont. Donc c'est sûrement le meilleur move qu'il a eu, parce qu'effectivement, comme tu le dis, à la All Elite Wrestling, il y a de fortes chances qu'il soit fait noyer dans le roster. En plus, c'est compliqué là-bas, visiblement il n'y a pas une très bonne ambiance. Les retours que j'ai de la TNA, c'est que c'est plutôt sympa quand même de bosser là-bas, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps, mais là à l'heure actuelle ils sont en pleine bourre avec ce retour de la TNA, voilà, ce reboot. On sent qu'il y a du fric qui a été injecté, un peu d'argent frais. Et voilà, on a une belle fin de carrière qui s'annonce pour Dolph Ziggler, qui va peut-être pouvoir se recréer et puis peut-être se revendre après à la WWE. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. On va enfin voir de quoi il est réellement capable au niveau de la création artistique, hein, si on peut appeler ça comme ça dans le monde du catch. Il fait un petit tour aussi au Japon, Dolph Ziggler. On l'a vu du côté du Wrestle Kingdom. Il va rentrer en rivalité avec David Finlay, l'actuel leader du Bullet Club. Bon, et dans l'absolu, grande question. Est-ce que tu as été convaincu par ce pay-per-view? Est-ce que ça donne envie de regarder la suite? Ou il faudrait encore un petit truc en plus? Ouais, je pense que, alors, je vais être franc, je pense qu'il faut un poil de trucs en plus. J'ai trouvé qu'il y avait,
Je retrouve un peu l'esprit de TNA, ça faisait plaisir un peu de les voir. Puis il y a une vraie, comme tu dis, on sent qu'il y a de la bonne ambiance, c'est la bonne ambiance aussi vis-à-vis du public. Moi, j'étais content de voir salle pleine parce que franchement, ça me déprimait de voir les salles trois quarts vides où ils faisaient leur précédent show, c'était vraiment chiant. Là, c'est comme plus sympa à regarder. Il y a encore du boulot, parce que je trouve que le roster il est peut-être pas encore, ou alors du moins ils mettent pas forcément la force là où il faudrait. On a parlé du main event où c'est pas forcément les têtes d'affiche que j'aurais mis moi. Alors ça faisait vieux TNA, donc ça faisait bien de les mettre en tête d'affiche, mais pour le coup, je pense que ça aurait été bien aussi de montrer c'est les produits qu'ils ont développés depuis tout ce temps-là, quoi, et ça aurait peut-être été plus sympa. Donc voilà, donc je pense qu'ils peuvent faire des bonnes choses. Il y a un vrai créneau à prendre, vu que entre l'énorme WWE et l'AEW qui finalement alors, je regarde plus du tout, donc je vais peut-être dire une grosse bêtise dessus, mais j'ai l'impression que c'est devenu la caricature de ce qu'ils proposent au début, en voulant trop partir en étant anti-WWE. Ils ont fait une caricature de ce qu'ils voulaient faire. Du coup, il y a un vrai créneau à prendre de la TNA, d'un show sympa en fait. Juste ça qu'on attend. Un show avec un peu une division de spectacle, une division fun, des filles, des garçons, de la tag team, enfin un truc un peu varié, et avec des catcheurs qui ailleurs n'ont pas leur place pour briller, qui du coup là ont un terrain de jeu plus grand et puis peuvent s'éclater, quoi. Donc j'espère vraiment les retrouver là-dessus. Je pense qu'à un moment je rejetterai un coup d'œil pour histoire de voir un peu comment ça évolue. Mais c'est vrai que là je me suis pas, comme je disais, j'étais tenté de regarder le weekly suivant, mais je l'ai pas fait. Donc le message est un peu là. Voilà, exactement. Je te rejoins à peu près sur tout, même sur tout, la totalité, effectivement. Il manque un petit peu de folie, je dirais. Tout était très carré, finalement, au final. Je suis d'accord avec toi que le main event, il aurait fallu nous proposer autre chose, d'un peu plus spectaculaire, d'un peu plus prenant. Donc voilà, il y a encore un petit coup à donner pour qu'on soit vraiment passionné par ce produit, mais ils sont sur la bonne voie. Effectivement, comme tu le dis, c'est un peu délicat au niveau de la All Elite Wrestling parce que on est un peu, effectivement, comme tu le soulignes, dans la parodie de ce qui se faisait au départ. Ça ressemble beaucoup à la WWE des années mornes, au niveau de leur production, etc. Des intrigues qu'ils mettent en place, etc. Il n'y a pas assez de nouveautés dans la All Elite Wrestling. Là, la TNA, il y avait pas énormément de storyline quand même. Si tu regardes dans leur truc. Oui. Il va falloir. Il n'y a pas beaucoup de personnages en fait. Voilà, faut travailler les personnages, faut créer un peu de folie, faut nous faire délirer, quoi. C'est du catch. Donc voilà, mais en tout cas, bon, un niveau technique quand même. Il n'y avait pas de mauvais match, quoi, dans la soirée. Non, c'était vraiment. Même le main event qui était un peu mou, c'était quand même du bon catch au final. Oui, voilà, on n'a pas assisté à une purge. Ça, c'est quand même remarquable par rapport à ce qu'on pouvait craindre. Ouais, ni des festivals de botch, ni des festivals de Spotfest, tout ça a été très très bien. Voilà. Donc si vous voulez regarder TNA+, vous pouvez vous abonner. Il y a différents types d'abonnements. Pour notre part, t'avais quelque chose à ajouter? Peut-être non, c'est bon, on a fait le tour. Hein. Alors, j'ai une question, tu vois, Vas-y. en direct pour nos auditeurs aussi. Est-ce qu'on fait un mot de la fin pour ce format-là? Pourquoi pas. Alors, il faut un top, un flop et une note. Et une note. Ok. Oui. Alors, le top. Je vais commencer. Hein, vas-y, comme ça, je me laisse le temps de chercher. C'est ça, parce que moi, j'ai rien préparé, alors j'en profite pour réfléchir avec vous. En même temps, le top, je pense que je vais le donner au Josh Alexander Hammerstone. Voilà, qui pour moi était un très bon match. C'est sympa de voir un mec qui n'est pas de la Fédé. Open match et tout, sympathique. Le flop. Est-ce que j'oserais le donner à Dana Brooke? Mais vas-y. C'est un peu salaud, hein. Allez, on va le donner à. Je vais faire un ex-aequo entre Dana Brooke et Vladimir Kozlov quand même, qui sont. Kozlov, il est vraiment pas beau. Hein. Ouais, Kozlov, ça sert à rien. On n'en a rien à foutre de Kozlov.
nous a fait varer 5 minutes à la WWE, mais c'est pas la peine de lui donner un salaire non plus. Embaucher quelqu'un d'autre. Voilà. Et la note, la note, on va mettre un bon 3,5. Très bien. C'est peut-être un peu beaucoup, je vais mettre 3. C'est la structure qui fait défaut. Il faut mettre le meilleur match en main event, sinon c'est pas possible. Très bien. Voilà. Bon, je te rejoins sur la note, en tout cas sur le 3 aussi. J'aurais pas. Alors au début, je me suis dit, est-ce que je suis vache en mettant 3 mais non, c'était ça. Sur les standards actuels, ça reste quand même en dessous. Et il n'y a aucun match. Il n'y a pas eu de drame, mais il n'y a rien d'excellent non plus. Il n'y a aucun match dont on se souviendra à la fin de l'année, je pense. Voilà. Mais il y a un match dont je me souviens en discutant avec toi, et du coup, je lui mets mon top. Moi, je vais plutôt le mettre au triple threat de la X-Division, qui était vraiment très vivant et très plaisant à suivre. Le genre de truc où tu lâches pas le match des yeux, et donc ça, je trouve que c'est toujours une qualité. Le flop, tes flops sont très valables. Moi, je vais plus le mettre sur je l'ai dit de toute façon, le manque de heal. Voilà. À part Dirty Dango, finalement, je me suis fait le film en arrière. Il n'y a que lui qui a vraiment eu un rôle de heal dans la soirée. Sinon, que ce soit chez les filles, chez les garçons, il y a tout le monde qui était quasiment au même niveau. Et ça, je trouve ça un poil dommage. J'aime bien qu'il y ait des matchs où tu saches qui soutenir et qui te racontent un peu des trucs, avec des salauds qui vont pour une fois qui savent faire des trucs spectaculaires, mais qui ne le feront pas juste pour faire chier. Exactement. Ça, c'est comme ça qu'on fait des matchs. Et voilà, donc j'ai dit ma note, donc c'est parfait. Et ben voilà, on a dit le mot de la fin. Parfait. Mais j'oublie tout le temps le mot de la fin, moi aussi. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est venu discuter. Donc, catch-up, on vous rappelle qu'à la base, quand même, c'est les analyses des shows de la WWE toutes les semaines. Vous allez retrouver l'analyse de Raw, de SmackDown par nos compères Giscal, Yerem, Géliel, Raph, Letty. Je pense que j'ai oublié personne. Donc ça, toutes les semaines. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour savoir dès qu'il y a quelque chose qui sort. On va arriver au Royal Rumble, là, donc il va y avoir du lourd. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité dans ce nouveau concept catch-upesque qui me plaît beaucoup. Parce que, comme je disais en intro, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à accrocher à WWE en même temps, c'est un peu comme le 99% de notre commerce. C'est plus compliqué du coup d'être à l'antenne, donc je suis content de revenir et je te remercie pour cette animation de grande qualité. Voilà, et je te remercie à toi d'être venu surtout. C'est sympa de parler un peu d'autre chose que la WWE. On se retrouve très bientôt, du coup, on ira voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être que si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire des propositions dans les commentaires, si vous voulez qu'on aille étudier un truc en particulier. Ou alors sur Twitter, @catchupcdc. Voilà, on vous attend. On attend vos commentaires. Et puis pour le reste, on vous remercie d'avoir écouté. On espère que ça vous a plu. Autant que nous à écouter, que nous à enregistrer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Papy, adios. Et puis à vous les studios. Ringside, bye bye. Salut tout le monde. Qu'on fait une blague de fin aussi pour ce format. Alors là, par contre, c'est pareil. Donnez-nous votre avis en commentaire. Ouais, dans le commentaire.